Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette première rencontre consacrée à ces chroniques transatlantiques à la suite de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis de la République, des États-Unis, pour être exact. N'anticipons pas sur des déclinaisons françaises qui ne seraient pas forcément très joyeuses. Non, vous dire qu'on est très heureux d'accueillir les intervenantes et les intervenants de ce soir pour éclairer cette question parce que je crois que c'est un travail utile pour au moins deux raisons. La première, c'est que l'émissaire, l'émission, si je peux dire, le destinataire, le destinateur, l'expéditeur du message, si je peux dire, celui qui prononce les mots, à savoir Trump, est quand même un homme qui a un rapport à la vérité un peu incertain. Et donc, ça mérite un peu de décryptage. Deuxièmement, parce que les décryptages ou les analyses qui sont proposées parfois par la presse sont parfois marquées par des regards un peu partiels et un peu rapides. Donc, ça me paraît nécessaire de ce point de vue. Et puis, deuxièmement, je crois que ça nous paraît intéressant, l'angle qui a été pris ce soir, de commencer à défricher, parce que ce moment de semi-vérité du côté de Trump, c'est aussi un peu un moment de vérité pour nous, parce qu'on voit en ce moment, face aux pressions qui sont exercées par Trump, l'attitude qui est celle des Européens, qui est une attitude qui n'est pas toujours marquée par beaucoup de résistance, par beaucoup de fermeté, et qui est une attitude souvent un peu de, de négociation assez prompte, assez rapide. Et je trouve que c'est un moment de vérité aussi, parce que Donald Trump comment dire, ne s'embarrasse pas beaucoup des vernis habituels qu'on emploie pour masquer les appétits féroces. Là, ici, il y a des appétits qui se disent, qui s'expriment, et ça permet parfois de voir un peu plus clair. En tout cas, voilà, on est très heureux d'organiser ce premier moment avec vous toutes et vous tous ce soir. Et donc, on a une soirée assez riche, raison pour laquelle il n'y a pas de raison que je fasse beaucoup plus long, à part vous remercier encore, vous, les présents, et vous, les participantes et les participants. Voilà, merci. Je vous laisse dans les mains de ceux qui ont des choses intéressantes à nous dire. Merci Guillaume. Bien, donc depuis quelques jours, nous assistons à une multiplication d'annonces qui est lourde de menaces et aux répercussions multiples, comme vous le savez. Qu'est-ce qui est dans la ligne de mire de Trump? On a le Groenland, le Canada, le Mexique, les migrants, la Chine. Et cette nuit, cette proposition sidérante sur Gaza. De telles déclarations nous laissent effectivement quelquefois sans voix. Pour l'Europe, c'est quasiment ça. Et ça nous prend de court. Donc, comme le disait Guillaume, il faut vraiment analyser aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans ces propositions, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la stratégie de Trump. Et là, pour le premier panel que nous organisons, le thème, c'est le changement politique qu'implique justement le retour de Trump à la Maison-Blanche. Pour en parler, nous avons Monsieur Gabriel Galis, qui est en visio de Genève. Gabriel Galis est président du conseil de fondation du JPRI, c'est l'Institut international de recherche pour la paix de Genève. Bernard Duterme, parmi nous, qui est sociologue, directeur du centre tricontinental, le CETRI, qui est basé à Louvain, la Nouvelle. Louvain-la-Neuve, oui, c'est ça. Et Charlotte Balavoine, qui est responsable de l'Europe au PCF. Donc, pour mon premier intervenant, Gabriel Galis, je voulais savoir comment vous analysez, vous, dans cette multitude de déclarations, si cette offensive trumpiste est une continuité ou une rupture par rapport aux administrations américaines précédentes et plus particulièrement sur la militarisation de l'Europe. Lundi, il y a eu un sommet européen réservé à la défense et abordant cette question du réarmement. Et comment vous l'analysez? Que pouvez-vous nous en dire? Oui, eh bien, bonjour à tous et merci de m'accueillir en vidéo parce que je viens de loin, je suis même encore plus loin que Genève et donc c'est plus facile pour moi à distance. Je trouve que votre initiative est la bonne et je vais essayer d'apporter ma modeste contribution. D'abord, je voudrais faire part de mon étonnement devant une attitude générale en Europe.
Depuis ces derniers mois, j'ai constaté, comme vous sans doute, une espèce d'engouement pour la cause du Parti démocrate, aux États-Unis, j'entends. On s'est emballé pour Kamala Harris. Nos médias, nos dirigeants nous ont dit surtout pas Trump, Kamala, sauve-nous. Moi, je ne suis pas du tout sur cette vision des choses. Non pas que j'ai un goût particulier pour Donald Trump, mais parce qu'il me semble que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le président des États-Unis, a priori, on l'a déjà eu une fois comme président, on va l'avoir une deuxième. Je pense qu'il convient de s'interroger, comme vous l'avez dit vous-même, sur la question qu'est-ce qui va continuer et qu'est-ce qui va changer. Et pour le moment, on est dans plusieurs décennies, y compris sous les gentils démocrates qui sont prisés par beaucoup de dirigeants européens, et en particulier à gauche, avec un collage un petit peu suranné qui consiste à dire, en gros, les républicains sont de droite et les démocrates sont de gauche, et comme on est de gauche, on préfère les démocrates. Je schématise beaucoup, hein. Mais enfin, c'est pas tout à fait faux. Et si on regarde les actions de Clinton, si on regarde les actions d'Obama et surtout de Biden, qui a aggravé, il était vice-président d'Obama, mais il a quand même aggravé un certain nombre de choses. Je pense en particulier à un dossier que Charlotte connaît bien, qui est Cuba, où Obama avait commencé à améliorer les choses et où finalement Biden a prolongé une politique sectaire qui avait été lancée par Trump. Donc, je pense qu'il faut effectivement poser la question de savoir ce qui ne va pas dans la politique des États-Unis depuis au moins 30 ans, que ce soit sur le plan de la politique industrielle, la politique étrangère, la politique militaire. Et puis, deuxième question, en face de ça, comment réagissent les différents gouvernements, chefs d'État, en France et en Europe? Et moi, je suis un petit peu consterné par le fait, je relisais tout à l'heure en attendant que l'on commence, ce livre que vous connaissez certainement, Le piège américain de Frédéric Pierucci, ce cadre d'Alstom qui a fait 2 ans dans les prisons américaines, abandonné par toute la classe politique française. C'était sous Obama, hein. Alors, de deux choses l'une, qu'un dirigeant d'une entreprise française se trouve otage, c'est le terme qu'il utilise et je pense qu'il est approprié. Soit le président n'était pas au courant, ben ça prouve que c'est pas le président des États-Unis qui a les manettes aux États-Unis, hypothèse numéro un. Soit il était au courant et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est grave. C'est grave et le président Macron a laissé ce pauvre cadre croupir à peu près sans s'en soucier beaucoup. Donc, moi, il me semble que la question que ça pose, c'est de savoir si ça va changer avec Trump, si ça va s'aggraver. Et en particulier dans le domaine qui me concerne, qui est la politique étrangère. Moi, je ne lis pas dans le mar de café, je ne vais pas faire des pronostics, je vais essayer de voir d'abord qu'il a un entourage éclectique. Pour le moment, ce qu'on peut juger, c'est d'après les personnalités qu'il a nommées, qui ne sont pas encore confirmées par le Sénat. Mais c'est très éclectique. Il y a à boire et à manger. Il y en a certains qui sont plutôt rassurants et d'autres qui sont plutôt inquiétants. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sur les gros dossiers, je vais en prendre 2 ou 3 sans entrer pour lancer la discussion. D'abord, le plus horrible, c'est évidemment la question palestinienne, où Biden a continué à livrer des armes, n'a rien fait pour freiner la guerre, a même bloqué les résolutions qui auraient pu faciliter une solution de paix ou de retour à la paix. Donc on passe d'une situation catastrophique à une situation encore plus catastrophique où on envisage de déporter les Gazaouis chez les voisins qui n'en veulent pas. D'ailleurs, c'est quand même une originalité, c'est que l'idée de les envoyer en Jordanie ou en Égypte, c'est pas satisfaisant. Donc on passe d'un massacre par les Israéliens à une proposition d'occupation par les États-Unis, si j'ai bien compris, puisque la déclaration du président Trump, c'est de dire on va s'occuper de Gaza. Bon,
et on va trouver les moyens de les expédier. Donc sur ce dossier-là, c'est grave. Sur le dossier de l'Ukraine, je ne sais pas ce qu'il va faire après avoir dit qu'il allait régler la question trop vite, très vite. Moi, je rappelle quand même que les dirigeants russes avaient fait des propositions raisonnables avant d'entrer en Ukraine, qui étaient une architecture globale de sécurité, avec deux propositions de partenariat Russie-OTAN et Russie-États-Unis, qui n'ont pas été étudiées sérieusement. Et puis, troisième grand dossier, puis je terminerai par là sur l'OTAN. Là aussi, je pense qu'il y a deux scénarios possibles dans les lectures de ce que dit Trump. Soit il y a la lecture pathétique qui consiste à dire il va quitter l'OTAN et il va nous abandonner, nous pauvres Européens. Bon, comme si on avait besoin de l'OTAN. Je rappelle quand même que la France est retournée dans l'OTAN sous Sarkozy et qu'elle n'y était pas avant. Elle était restée membre du traité de l'Atlantique Nord, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis le second scénario, qui est celui d'un businessman, parce que Trump est un businessman. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce paramètre-là. Il n'a pas une énorme culture politique, mais il a une culture d'homme d'affaires. C'est de dire payer plus. En fait, payez plus de F-35, payez plus pour votre sécurité, et nous, on vous livrera la sécurité et on vous livrera les armements dont vous avez besoin. Donc, moi, je suis pour aucun de ces deux scénarios-là. Je pense qu'avant de se doter d'une politique de défense, l'Europe, puisque c'est une question sur laquelle je débouche, devrait se doter d'une politique étrangère. Et sa politique étrangère, ça consiste à entériner ou à ne pas entériner la vision américaine qui fait tout pour que nous soyons dépendants de sa politique, nous les Européens, et que nous soyons opposés aux Russes. C'est pas moi qui le dis, c'est Brzezinski, c'est George Friedman, tout ça c'est avéré. Donc finalement, la question c'est pas de savoir si on va fabriquer une défense européenne pour taper sur les Russes sans les Américains, à supposer que ce fût possible. La question c'est quelle politique étrangère voulons-nous en France et en Europe? Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait s'entendre avec les Russes, qu'on n'a aucune raison de faire la guerre aux Russes, et que si on avait été sur la voie de la négociation, on n'en serait pas dans cette situation-là. Rappelons d'ailleurs que Maïdan, ça s'est passé sous Obama, hein. Et Maïdan, c'est ce qui a conduit à la situation actuelle en Ukraine. Voilà en introduction ce que je voulais dire, non pas pour défendre Trump, mais pour dire qu'il ne faut pas rêver en couleur, et pas souscrire à l'enthousiasme général de ça aurait été mieux avec Kamala Harris. J'en sais rien, elle n'est pas là, et ce que je sais, c'est que ce n'était pas terrible sous Biden et ses prédécesseurs. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on le voit bien, en définitive, la réponse est dans le camp européen. Nous allons passer maintenant au deuxième intervenant, Bernard Duterme, sur la question de cette offensive globale justement de Trump qui vise non seulement ses alliés, si on peut dire, visant l'Europe, mais derrière toute cette offensive, la guerre commerciale, il y a la Chine en ligne de mire, et derrière la Chine, les BRICS et le Sud global. Donc, comment vous analysez aujourd'hui la confrontation qui a débuté très, très brutalement lors du premier mandat de Trump, alors qu'aujourd'hui, la Chine a quand même gagné des points en position dans le monde. Et est-ce que Trump n'a pas aujourd'hui une marge de manœuvre plus réduite par rapport à la Chine et dans sa stratégie de contrer ce pays? J'y viens tout de suite parce qu'effectivement, on m'a demandé d'intervenir sur l'impact de la nouvelle investiture de Trump sur l'Amérique latine. Donc, j'y viens tout de suite. Il faut reconnaître que Trump n'a pas traîné pour nous donner de la matière. Tous les jours, on en a de la nouvelle et de la matière qui est à la hauteur de ses promesses électorales. C'est déjà un premier fait. C'était pas évident que les premières décisions qu'il allait prendre allaient correspondre à ce qu'il nous annonçait pendant sa campagne électorale, rendre sa grandeur à l'Amérique, à coup de suprémacisme agressif, d'exceptionnalisme états-unien, de protectionnisme expansionniste ou interventionniste, et de ce que l'ex-vice-président bolivien d'Evo Morales, Alvaro García Linera, appelle du néolibéralisme souverainiste. Donc cela étant, justement, vis-à-vis de l'Amérique latine,
ces menaces et ces premiers passages à l'acte, aussi spectaculaires soient-ils, sont à mettre, à mes yeux, et aux yeux de pas mal d'observateurs, en regard des réalités, pour peut-être en relativiser l'impact probable, voire en questionner l'efficacité, la faisabilité. En matière économique, en matière commerciale d'abord, parce que c'est ces deux principaux objectifs, Trump débarque avec premier objectif basique, il le répète, à qui veut l'entendre, objectif mercantiliste. C'est le mercantilisme. C'est d'ailleurs peut-être, les mauvaises langues disent que c'est peut-être le seul en matière économique à sa portée intellectuelle, cette histoire des tarifs douaniers. Donc, son premier objectif vis-à-vis de l'Amérique latine, comme vis-à-vis de l'Europe, mais vis-à-vis de l'Amérique latine, moi, c'est de ça que je parle, y vendre plus et y acheter moins, équilibrer sa balance commerciale là où elle est déficitaire et la rendre excédentaire là où elle est équilibrée. Et le deuxième objectif vis-à-vis de l'Amérique latine, qui est évidemment très lié, mais qui contient dans sa formulation toute la difficulté d'y parvenir, c'est gagner le bras de fer hégémonique qui est engagé entre les États-Unis et la Chine depuis quelques années déjà. Sur le premier objectif, il faut savoir ceci, je le disais à l'instant, mais excusez-moi de me répéter, de la cinquantaine de pays avec lesquels les États-Unis ont un déficit commercial à l'échelle mondiale, en Amérique latine, il n'y en a que 4 ou 5. Et il n'y en a qu'un qui pèse réellement, c'est le Mexique, mais qui pèse très fort pour le coup, parce que le déficit commercial que les États-Unis ont avec le Mexique, c'est 20% du déficit commercial global des États-Unis. Donc le Mexique est le deuxième facteur de trouble en la matière, derrière la Chine qui est à 35%. Et donc, dès lors, le Mexique est devenu d'emblée la première cible mercantiliste de Trump au sein du continent américain, avec le Canada. Le Canada, c'est 9% du déficit commercial global des États-Unis. L'un et l'autre, donc Canada-Mexique, membres des accords de libre-échange nord-américains signés en 1994, pardon, et qui ont été renégociés par Trump lors de son premier mandat, accord Canada-États-Unis-Mexique, vidé en partie de sa substance libre-échangiste déjà. Mais donc Trump, dès son investiture, a confirmé ce qu'il avait annoncé dans sa campagne électorale, hausse des droits de douane de 25% avec le Canada et le Mexique au 1er février. Et vous l'avez suivi ces derniers jours, donc sur les importations mexicaines et canadiennes, mais immédiatement suspendues, c'était hier ou avant-hier, pour un mois, non pas tellement en raison du fait que Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, se serait couchée ou aurait accepté directement les conditions de Trump, mais en raison justement du fait que des pressions de l'industrie automobile nord-américaine, dont les valeurs en bourse commençaient à chuter. Et donc, eux, les investisseurs nord-américains, comme la plupart des économistes, comprennent mal comment cette mise à exécution donc, de ces promesses électorales profiterait aux États-Unis. On sait que ça va enclencher une forte récession au Mexique. On sait que ça va, le premier partenaire commercial des États-Unis est de loin. On sait que ça va créer une inflation à la consommation aux États-Unis. Et on sait surtout que ça viendrait, et Trump le sait également en principe, mais en tous les cas son entourage le sait, ça viendra torpiller ce qu'on appelle le nearshoring, donc cette stratégie de relocalisation des activités productives, notamment asiatiques, au plus près des frontières des États-Unis, à l'œuvre ces 4-5 dernières années. C'est une stratégie qui est, j'ai pas le temps de développer, mais une stratégie très profitable pour l'économie mexicaine qui enregistre un taux de croissance très important ces dernières années. Grâce à ça, justement, le Mexique s'est fortement industrialisé ces dernières années grâce au nearshoring. Et l'acteur principal du nearshoring, ce sont des investisseurs nord-américains. C'est eux qui investissent, qui construisent, qui produisent au Mexique. Et donc, les investisseurs des États-Unis, aujourd'hui, sont d'ailleurs les premiers exportateurs de marchandises mexicaines vers les États-Unis. Ça va être eux les premières victimes d'une élévation des tarifs douaniers avec le Mexique. On y reviendra si vous voulez tout à l'heure, mais quant au reste, aux autres pays de l'Amérique latine, qui eux donc n'ont pas cet énorme déficit commercial, avec un excédent commercial avec Trump prétend jouer avec la même carte des tarifs douaniers sur leurs exportations pour les ramener dans le droit chemin migratoire sécuritaire, comme il l'a fait bruyamment il y a une dizaine de jours, dimanche, il y a une dizaine, avec la Colombie, ou pour les inciter à acheter plus aux États-Unis. Donc cette stratégie de tarifs douaniers avec l'ensemble de l'Amérique latine va aussi se révéler très vite contre-productive. C'est une évidence pour la plupart des observateurs, sauf pour Trump à ce stade peut-être, parce qu'on sait que l'Europe
premier investisseur en Amérique latine en 2022, l'Europe et la Chine, surtout, sont gourmandes de ces matières premières minières et agricoles exportées par l'Amérique latine, dont l'entrée en Amérique du Nord, deviendrait trop onéreuse avec une élévation des tarifs douaniers. Or, l'autre grand objectif de Trump en Amérique latine, c'est vraiment de disputer à la Chine son l'hégémonie commerciale, son emprise sur le continent. Je rappelle ce que vous venez de dire. Le commerce de l'Amérique latine avec la Chine, en ces 20 dernières années, a été multiplié par 25, et selon les projections, il va être multiplié par 40 d'ici 2035. C'est le premier partenaire commercial de la plupart des pays latino-américains, la Chine. De gauche comme de droite, c'est important, de gauche comme de droite. Bolsonaro qui avait annoncé dans un premier temps qu'il allait tourner le dos à la Chine, au contraire. Milei, pareil. Donc, c'est le résultat vraiment d'un quart de siècle de flux de capitaux, d'investissements et de crédits orchestrés par la Chine, plus de construction d'infrastructures portuaires, routières, énergétiques, ferroviaires, etc., sur tout le continent, sans conditionnalité politique manifeste. 22 des 26 États latinos, aujourd'hui, sont engagés dans l'initiative stratégique des nouvelles routes de la soie. Donc, Trump aura fort à faire, ça peut dire, pour renverser la tendance, pour redonner la primauté des échanges aux États-Unis, et réactualiser, on en parle beaucoup ces dernières semaines, l'historique doctrine Monroe, qui considère donc depuis le début du 19e siècle toute intervention européenne et aujourd'hui asiatique dans les affaires des Amériques comme une menace pour la sécurité, la paix et surtout l'hégémonie états-unienne. À cet égard, donc, il n'est pas certain du tout que menacer grossièrement le Panama d'une intervention, le menacer de reprendre le contrôle sur le canal au besoin par la force militaire, canal, je le disais tout à l'heure, dont les deux ports aux extrémités, Balboa et Cristobal, sont aujourd'hui sous concession d'une entreprise de Hong Kong. Évidemment, c'est pas la meilleure façon d'y parvenir. Ce n'est pas certain non plus qu'appliquer, donc là je vais faire écho à une proposition du nouvel émissaire pour l'Amérique latine de Trump, Mauricio Claver Caron, qui propose d'appliquer un tarif douanier de 60% supplémentaire donc, à toute marchandise latino-américaine qui aurait transité par un port de propriété ou sous contrôle chinois en Amérique latine avant d'aller aux États-Unis. Ça va être évidemment tout aussi contre-productif, car je le redis, l'enjeu pour les grandes puissances aujourd'hui en Amérique latine, rappelons-le, européennes, chinoises et nord-américaines, est bien de capter une part maximale des matières premières extraites des sols et des sous-sols latino-américains. On n'a jamais autant creusé en Amérique latine depuis 20 ans, et on va le creuser davantage encore dans les prochaines années au vu des besoins occidentaux et chinois en ressources clés pour la numérisation, pour la décarbonation et pour l'électrification des économies du Nord. Donc on voit mal comment Trump, avec son arme des tarifs douaniers, va parvenir à renverser la donne. Un mot quand même encore sur la question migratoire et la question sécuritaire, qui est centrale évidemment, et elle est liée à la précédente, mais vous avez entendu ces postures et ces vociférations et ces passages à l'acte ces derniers jours, hein, maximalistes, doublement, expulsion systématique et refoulement systématique. Expulsion de toute personne immigrée considérée comme illégale, estimée à 11 millions d'après les estimations les plus sobres, dont environ la moitié de Mexicains, et refoulement de toute tentative d'entrée illégale sur le territoire. Ajoutons-y la fermeture annoncée de toute possibilité, ou presque, de postuler pour une entrée légale à la frontière sud des États-Unis. Je ne rentre pas dans les détails, c'est vite technique, mais ça serait intéressant. Et bien sûr, Marco Rubio aujourd'hui termine sa visite de l'Amérique centrale, le nouveau ministre des Affaires étrangères de Trump, comme lors de premier mandat, chantage économique pour faire sous-traiter la question migratoire par les voisins du sud des États-Unis, le Mexique d'abord, puis l'Amérique centrale. Externalisation des frontières le plus au sud possible dans des pays considérés comme des pays tiers-sud par Trump, dans des pays vassalisés. Donc, au-delà du coût humain immédiat et désastreux de cet emballement, dire un mot tout de même également de l'impact à venir. On va en parler forcément dans les prochaines semaines, mois, sur les remessas. Les remessas, c'est l'envoi de fonds des familles, des immigrés états-uniens aux États-Unis à leurs familles restées au pays. Comment je veux dire, c'est une donnée économique fondamentale en Amérique centrale, en particulier au Nicaragua. C'est l'équivalent de 30% du PIB, 1,4%, enfin 140% du budget national, les remessas.
50% de la consommation des ménages nicaraguayens aujourd'hui grâce aux remessas. Au Guatemala, c'est 30%. Et l'impact ne va pas se faire attendre. Deux bémols toutefois à cet élan, à cette criminalisation de l'immigration auquel il s'adonne dans toutes ses interventions, à cette politique d'expulsion massive qu'il prétend mener. Et là je vais faire écho à ce qui a été dit par le premier intervenant, lors de son premier mandat, ses résultats en la matière sont restés largement en deçà de ses menaces. Il y a eu bien moins d'expulsions sous Trump que sous Obama ou Biden. Il y a eu bien plus d'entrées illégales aux États-Unis sous Obama que sous. Il y a eu bien plus d'entrées illégales sous Trump que sous Obama. Il y a des chiffres derrière, j'ai pas le temps de développer. Et Trump, pour l'anecdote, a construit beaucoup moins de kilomètres de ce fameux mur États-Unis-Mexique que ses prédécesseurs et que son successeur. Et le deuxième bémol, sur lequel il faut miser, c'est les contre-pouvoirs, évidemment. C'est tel juge, tel tribunal qui va venir ou qui est déjà venu en défense du droit du sol, qui est un droit constitutionnel. C'est telle organisation sociale, telle mobilisation sociale, les gens sont déjà sortis dans la rue aux États-Unis aujourd'hui, qui vont venir en défense des droits humains. Mais c'est surtout tel gouverneur, tel maire de grande ville, telle chambre de commerce, la chambre de commerce des États-Unis s'est déjà prononcée pour la défense de cette main-d'œuvre immigrée vitale pour l'économie nord-américaine, dans les domaines agricoles, dans les domaines de restauration, dans les domaines de la construction, dans les domaines du soin également. Donc là, on a des contre-pouvoirs qui pourraient effectivement tempérer les résultats annoncés de Trump en la matière. Encore un dernier point sur les enjeux, si je n'abuse pas, sur les enjeux plus politiques, sur le plan plus strictement politique, d'ingérence, d'interventionnisme, de coercition. À quoi s'attendre en la matière? Bon, avec ce que j'ai dit auparavant, et vous l'avez compris, c'est pas la priorité de Trump. Trump n'arrête pas de le répéter à qui veut l'entendre. Il n'y a pas de nation ennemie et il n'y a pas de nation amie. Il n'y aura pas de traitement de faveur. Il s'adresse à ses proches comme il s'adresse à ses ennemis. Par contre, dans son entourage qu'il a constitué, on a deux figures là pour l'Amérique latine. Le ministre des Affaires étrangères qui est un faucon cubano-américain, Marco Rubio, et l'envoyé spécial pour l'Amérique latine, dont j'ai oublié le nom, que j'ai cité tout à l'heure, qui est également un faucon cubano-américain. Eux ont sans doute des prétentions en matière d'alliance avec l'extrême droite latino-américaine qui n'a jamais été aussi forte, qui monte en force ces dernières années, qui occupe déjà le pouvoir dans certains endroits, qui l'a occupé au Brésil, qui attend pour l'occuper au Chili, en Colombie, et donc probablement des alliances de ce côté-là, et des condamnations, j'allais dire les sempiternelles condamnations à l'égard de Cuba, sous embargo depuis 1962, à l'égard du Venezuela, qui a déjà été mis sous pression maximale, vous vous souvenez de l'expression, sous pression maximale durant le premier mandat de Trump, en vain, et sans doute également à l'égard du Nicaragua, dont je pourrais parler longuement, mais dont les États-Unis restent de loin le premier partenaire commercial. Plus de 50% des exportations nicaraguayennes vont aux États-Unis, et plus de 50% des exportations nicaraguayennes viennent des États-Unis. Bref, est-ce que ces démarches de condamnation et d'alliance politique de l'administration Biden vont participer à une reconfiguration ultra-conservatrice des politiques latino-américaines, ou à l'inverse, et on le voit déjà, à une remobilisation anti-impérialiste des opinions publiques et des forces de gauche? J'en sais rien. Une chose est sûre, et je termine là-dessus, les gouvernements progressistes démocratiques latino actuels n'ont plus la force et la cohésion qu'ils ont eu au début de ce siècle, en 2005 notamment, quand ils ont rejeté ce projet de zone de libre-échange sur toutes les Amériques, l'ALCA, le projet de Clinton puis de Bush, et l'intégration non subordonnée à l'hégémonie des États-Unis qu'ils ont tenté de construire. Hein. Souvenez-vous, en 2008, tous les pays d'Amérique latine ont créé l'UNASUR. En 2010, ils ont créé la CELAC. Ces organisations, hélas, ne pèsent plus suffisamment aujourd'hui en raison des alternances politiques, en raison des frictions intra-régionales, en raison précisément des dépendances concurrentielles des différents États latino-américains à l'égard des puissances chinoises, européennes et états-uniennes. Ces organisations donc ne pèsent plus suffisamment pour tenter de casser ces rapports de dépendance par ce que Lula, qui a commencé son 3e mandat en 2023, disait début 2023,
il faut construire une action collective non alignée en faveur d'une transition économique vers des modèles diversifiés et à plus haute valeur ajoutée. L'Amérique latine progressiste n'est pas en position aujourd'hui de construire ce vœu pieux de Lula qu'il a répété en 2023, ce qui fait bien les affaires de Xi Jinping, de Van der Leyen et bien sûr de Donald Trump. Voilà, trop brièvement. Merci Bernard. Donc, en fait, Gabriel Galis parlait de Trump, homme d'affaires. Vous parlez de la politique mercantile de Trump. Vous avez parlé, vous avez déjà évoqué les réactions et les conséquences des tarifs douaniers et déjà les premières réactions des milieux industriels du patronat, mais aussi des réactions populaires sur l'immigration. En fait, est-ce que Trump a les moyens de sa politique, de ses annonces qui sont faites aujourd'hui? Et M. Galis aussi parlait du peu de réaction de l'Europe. Or, Trump a des amis en Europe. Il y a un certain nombre de dirigeants européens suivent sa stratégie, même s'il y a des divergences entre les diverses. Quelle est la position de la bourgeoisie, des classes dirigeantes aujourd'hui par rapport à la politique de Trump, et quelles sont les alternatives qui peuvent être proposées, notamment par la gauche de transformation sociale? Donc, je te laisse, Charlotte, le soin de répondre à autant de questions. Et tu as 15 minutes, comme tout le monde. Merci Dominique et merci aux intervenants avant moi. Oui, je pense qu'on le dit depuis le début de cette séance maintenant, il y a quand même un silence étourdissant de la part des classes dirigeantes, tout ce que nous appelons les bourgeoisies au niveau européen. J'entends par bourgeoisie les défenseurs du capital, que ce soit un capital industriel national, j'y reviendrai, ou un capital plus transnational et qui se traduit sur l'échiquier politique par une grande coalition telle qu'on a pu la connaître ces dernières années au niveau de l'Union européenne, qui va du parti de la droite européenne, le PPE, à une partie des écologistes, en passant par le Parti socialiste européen et les libéraux, mais qui aujourd'hui est renforcée par une deuxième frange de la bourgeoisie plus nationaliste, qui est l'extrême droite, et également au pouvoir dans un certain nombre de pays européens. Et on va voir que là-dedans, il y a des analyses qui sont à la fois similaires et contradictoires en termes de réaction. Mais d'abord, je crois, et ça a été fait par mes deux prédécesseurs, que c'est important d'ancrer ce qui est en train de se passer aujourd'hui par le gouvernement nord-américain dans la continuité d'une crise systémique qui traverse aujourd'hui le monde occidental et plus largement la planète depuis 2008 et qui se traduit par une volonté d'accaparement toujours plus grande, et Bernard l'évoquait à l'instant, des ressources et des métaux rares à l'échelle mondiale dans un contexte de raréfaction de ces ressources, par une guerre commerciale toujours plus intense qui jusqu'à présent était l'Occident contre la Chine en particulier et contre le reste du monde, mais qui aujourd'hui se traduit par finalement des pays fragmentés à l'échelle de l'Occident et on va y revenir, et ça c'est peut-être un changement par ailleurs, mais également par un changement de paradigme en termes de justification. Jusqu'à présent, les interventions étrangères, et notamment les interventions nord-américaines, étaient justifiées par une rhétorique droit de l'homiste qui existe depuis le début des années 2000. C'est on intervient dans un pays pour restaurer la démocratie, pour restaurer les droits de l'homme. Or, on le voit avec Donald Trump, il y a aujourd'hui un changement total de paradigme qui est on intervient parce que c'est nos intérêts et on fait primer nos intérêts commerciaux, voire nos intérêts individuels. On pense à Elon Musk à l'échelle mondiale. Et je crois qu'on peut comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est-à-dire l'arrêt de USAID ou le retrait du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, quel que soit ce que l'on pense de ces organismes par ailleurs, que dans ce contexte on ne prend même plus la peine de justifier notre interventionnisme sur le plan international. Et face à ça, effectivement, on est face à des dirigeants, des classes dirigeantes européennes qui ont, dans un premier temps, réagi avec une certaine sidération, on peut le dire. On comprend pas ce qui se passe. On comprend d'autant moins qu'en 2021, l'Union européenne fait le choix
de renforcer le partenariat transatlantique, c'est-à-dire d'imbriquer encore plus nos deux économies l'une avec l'autre, qu'en 2023 on récidive avec cette fois-ci des accords sur les métaux et les ressources rares, qui est que dans cette conquête de ressources indispensables à l'économie future, on décide de créer un grand club occidental des ressources et de se partager le gâteau avec les États-Unis, et que là, les États-Unis ne nous considèrent plus comme un allié, mais bien comme un concurrent ou au mieux comme un vassal. Et ça, c'est quelque chose qui sidère en partie les dirigeants européens et qui va se traduire par deux réactions donc face à cette sidération, mais qui, pour moi, sont assez symptomatiques de ce que je qualifierais d'un dogmatisme néolibéral et pour une part de cette bourgeoisie, d'une fuite en avant fédéraliste au niveau européen. Je vais donner un exemple très concret. Le 22 janvier dernier, il y a eu un débat au Parlement européen, donc avec l'ensemble des groupes politiques, sur l'impact de comment réagir face au retour de Trump au pouvoir, dans un contexte où effectivement, jusqu'à présent, on avait considéré que Kamala Harris était la solution, ou en tout cas était l'unique possibilité pour les États-Unis. Et je partage ce que Gabriel disait en intervention. Il y a quand même eu une espèce d'aveuglement de la part des Européens sur ce que signifiait le phénomène Donald Trump et sur sa possibilité réelle de pouvoir accéder au pouvoir. Et donc concrètement, ce débat, il va se traduire par un très large consensus entre les libéraux européens, donc ce que j'évoquais précédemment, qui va du PPE au Vert en passant par les sociodémocrates et les libéraux, qui vont dire, dans un même temps, en fait, les États-Unis sont nos alliés naturels et il faut continuer à renforcer ce partenariat, et qui vont dire la seule réponse à avoir, c'est renforcer les marchés de capitaux, renforcer le marché intérieur européen, et deux, investir beaucoup plus dans la défense européenne et donc dans une véritable armée à l'échelle européenne, que l'Union européenne se dote de ce qui est une des qualificatifs régaliennes d'un État normalement, c'est-à-dire d'une armée propre, et donc que les États se dédouanent de cette fonction régalienne pour un échelon plus continental. Et de l'autre côté, l'extrême droite, elle, va se féliciter. Alors ça, l'ensemble de l'extrême droite européenne se félicite de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En revanche, par rapport à la réaction qu'elle va avoir, il va y avoir deux tendances. Une tendance qui est à la vassalité, c'est le cas de Meloni en Italie, c'est le cas de l'AfD en Allemagne aujourd'hui, qui n'a pas encore accédé au pouvoir, mais qui en tout cas montre son allégeance à cette politique. Et puis il va y avoir une autre type d'extrême droite qui pourrait être qualifiée, celle d'Orban en partie en Hongrie, qui par ailleurs multiplie les accords bilatéraux avec la Russie et avec l'Est de l'Europe, mais aussi une extrême droite française, et notamment qui est incarné au Parlement européen par Jordan Bardella, qui, si lui va parler de réaction d'un peuple pour sa culture et son identité, et d'une alliance des classes moyennes avec l'élite entrepreneuriale, c'est comme ça qu'il analyse le retour de Trump au pouvoir. Donc il va dire c'est génial, il a réussi cette alliance des classes moyennes et de l'élite entrepreneuriale, et en même temps il défend ses intérêts, c'est parfait, c'est ce que nous devons faire pour la France, et y compris dans ce cas-là entrer en contradiction parfois, en tout cas en concurrence avec Donald Trump, mais toujours. Et ça, c'est quand même une des caractéristiques, dans une logique certes nationaliste, mais qui ne remet pas en cause ni le dogme du libéralisme à l'échelle nationale. La question, c'est est-ce qu'on va la mettre en place à l'échelle nationale ou européenne, selon les franges politiques, et qui ne remet pas non plus en cause, évidemment, les attaques contre le droit du travail. On va y revenir dans le deuxième panel, mais qui s'opèrent par Trump aux États-Unis, mais également par les alliés de Trump aussi sur le sol de l'Union européenne. Donc, il n'est pas question de revenir là-dessus. Il est juste question de dire, on est dans une guerre commerciale, il faut que la France joue son rôle. Et donc, dans ce contexte-ci, il y a un certain nombre d'arguments juridiques, on va dire, d'outils juridiques qui existent au niveau de l'échelle européenne pour mettre en œuvre cette fuite en avant fédéraliste ou cette volonté de comment on réagit, comment on négocie face à cette guerre commerciale. Et donc là, la position la plus avancée, on va dire, c'est celle des sociodémocrates au niveau européen, qui revendiquent, dans la suite du rapport Draghi, qui demande plus d'investissement public, vont eux dire il existe des mesures anti-coercition à l'échelle de l'Union européenne. Elles ont été mises en place ces dernières années pour lutter contre la guerre commerciale vis-à-vis de la Chine. Il faut aujourd'hui, y compris, menacer de les mettre en place contre les États-Unis.
tout en renforçant notre partenariat, tout en renforçant notre défense européenne. Et face à ça, je crois, et c'est la question que tu posais, Dominique, qu'il existe en réalité, ce qu'on veut faire, c'est en gros dire, on veut mener la même politique qu'avant, et pour ça, eh bien, on va se doter des arguments législatifs qui sont à notre disposition pour continuer à mener cette même politique, qui est une politique néolibérale et qui est une politique qui finalement, au sein de laquelle la volonté des peuples, ou en tout cas la souveraineté populaire, passe à la trappe ou est totalement secondaire, puisque ce qui nous importe, nous, c'est le renforcement du marché intérieur ou le renforcement des logiques bellicistes en Europe. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui s'exprime, que ce soit sur les volets de la défense comme sur le volet commercial, qui s'exprime sur un large spectre au niveau européen. Et j'en viens donc à quelle est l'alternative que la gauche doit proposer, la gauche de transformation sociale. Et je vais conclure là-dessus. Nous portons un projet qui est une Europe des peuples et des nations libres, souverains et associés. Libres, souverains et associés, ça veut dire pouvoir rompre avec ces logiques et ce dogme du néolibéralisme, et ça veut dire aussi ne pas laisser la question de la diplomatie dans les mains des États-Unis ou d'autres acteurs qui sont aujourd'hui les BRICS. Que l'Europe, parce que on a parlé de la guerre en Ukraine très rapidement, mais en fait, une des grandes caractéristiques, c'est que le silence européen se fait ressentir pas qu'avec l'arrivée de Trump, mais depuis le début de cette guerre en Ukraine, où on n'a absolument pas joué la carte de la diplomatie au niveau européen, comme à l'échelle mondiale, comme avec Gaza, pour reprendre l'exemple qui a été donné. Or, je crois qu'aujourd'hui, la souveraineté européenne ou la souveraineté française, en tout cas du peuple français, c'est de faire valoir une voie de paix, une voie vers laquelle les peuples du Sud également seront plus sensibles qu'une voie belliciste et guerrière, et ce qui voudrait dire rompre avec ces logiques impérialistes pour rompre avec cette guerre commerciale et créer de nouveaux ponts. Et ça veut dire également, évidemment, ne pas se contenter de mesures anti-coercition, mais bien de la question de comment on reprend la main sur notre économie à l'échelle nationale et à l'échelle continentale pour que cette économie soit au service des peuples et des travailleurs et non plus au service d'une classe capitaliste. Et je vais conclure là-dessus, qui est aujourd'hui largement représentée par son volet nationaliste ou fédéraliste au niveau européen. Bien, Charlotte, merci. 15 minutes, c'est bon. Je presse un peu les intervenants parce que pour avoir un peu le temps de discuter avec la salle, nous allons enchaîner les deux panels. Nous avons terminé notre premier panel, mais nous allons tout de suite enchaîner avec le deuxième sur les impacts du retour de Trump, notamment sur la politique industrielle européenne. Trump, au sommet de Davos, au forum de Davos, s'est lancé dans une diatribe contre l'Europe, qui n'achète pas, l'Europe est injuste envers les États-Unis, elle n'achète pas suffisamment. Il justifiait ainsi sa projection sur la hausse des tarifs douaniers. Mais comment va peser cette hausse des tarifs douaniers sur l'industrie et l'économie européenne, et comment l'Europe divisée, comme les intervenants nous l'ont dit tout à l'heure, le confirmé tout à l'heure. Je donnerai la parole à nos trois intervenants. D'abord à Vincent Vicard, qui est économiste, adjoint au directeur du CEPI, qui est le Centre d'études prospectives et d'information internationale, puis à Natacha Polony, journaliste, et ensuite à Marie-Claire Cailleteau, qui est membre honoraire du Conseil économique et social et environnemental et qui est vice-présidente de la Fondation Gabriel Péri. Alors, Monsieur Vincent Vicard, jusqu'où peut aller Trump aussi sur ces questions des tarifs douaniers? Et il semble que sa stratégie ne soit pas vraiment fixée. Va-t-il attirer les capitaux industriels européens, ou au contraire va-t-il se contenter, si j'ose dire, de la hausse de tarifs douaniers? Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc, la question, il me semble, la question de l'industrie et du rôle de l'industrie pour Trump, elle n'est pas claire. En tout cas, elle n'est pas claire aujourd'hui.
On a parlé dans le premier panel, quelqu'un a parlé de l'approche transactionnelle de Donald Trump. Tout le monde dit que Donald Trump a une approche transactionnelle qui parle beaucoup, et c'est ce qu'il a fait pendant sa campagne. Il a beaucoup parlé de déficits commerciaux. Il a associé les droits de douane aux déficits commerciaux. Dans la réalité, ce qu'il a fait depuis sa prise de fonction, c'est menacer des pays comme le Canada, qui n'ont rien à voir en termes de déficits commerciaux. On voit très mal l'approche transactionnelle qu'il peut y avoir avec la menace de 25% de droits de douane sur le Canada. Fentanyl, c'est pas par le Canada que ça passe. L'immigration, c'est pas par le Canada. Les déficits commerciaux, c'est pas vis-à-vis du Canada qui sont là. Donc, il y a quand même une vraie question qui se pose sur quel est l'objectif de cet ensemble de menaces. Voilà, c'est même plus une question de droits de douane, c'est vraiment des sanctions. Il me semble qui vont beaucoup plus largement que cette question des déficits commerciaux, qui était vraiment fondamentale dans son premier mandat, qui était fondamentale dans sa rhétorique et qui semble plus ou moins avoir disparu, sauf en partie vis-à-vis de l'Union européenne et du Mexique. Mais voilà, c'est pas extrêmement clair et il me semble qu'il faut quand même le noter parce que ça rend la réponse et l'analyse de la chose beaucoup plus compliquée. Je voudrais juste rappeler, avant de parler de ce que Donald Trump peut changer dans ce qu'on peut analyser de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit depuis quelques temps, même si, comme je le disais, c'est quand même assez difficile. Rappeler les enjeux industriels pour l'Union européenne, parce qu'on a souvent un prisme français sur ces enjeux industriels, et je pense que c'est aussi utile de rappeler un peu l'enjeu européen sur l'industrie, qui est assez différent. Voilà, on parle beaucoup de désindustrialisation en France, ce qui est une réalité en France, ce qui n'est pas une réalité au niveau européen. Au niveau européen, on est plutôt un continent qui est trop industrialisé. On exporte plus, on produit plus de biens qu'on en consomme, et donc on a un excédent commercial. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est en partie à l'origine de la rhétorique de Donald Trump. Donc, s'il y a un sujet d'industrie en Europe, c'est un sujet de transformation de l'industrie. La question, c'est comment on transforme l'industrie pour la décarboner, pour favoriser certains secteurs qui répondent à des besoins plutôt que d'autres. Éventuellement, le secteur de la défense, si c'est identifié comme une priorité, ce qu'il est en tout cas pour un certain nombre de gouvernements aujourd'hui. Mais c'est pas une question de taille de l'industrie, mais de transformation de l'industrie. Et ça, c'est justement quelque chose sur lequel les transformations récentes, et notamment les politiques qui avaient été mises en place par Joe Biden, étaient rentrées en confrontation directe justement avec l'industrie européenne. C'était bien parce que l'Inflation Reduction Act visait à développer une industrie verte aux États-Unis, qu'il y a eu des réactions aussi importantes en Europe, parce que justement l'Europe considérait qu'on avait loupé la révolution du numérique. Et donc, cette révolution verte était justement celle sur laquelle l'Union européenne était positionnée. Et donc, il y a quand même cette logique donc, de transformation de l'industrie qui est particulièrement importante. Deuxième élément, c'est que, voilà, on a beaucoup parlé des États-Unis. Il y a un sujet qui est fondamental sur l'industrie, c'est la Chine d'abord, pour l'Union européenne. Les États-Unis, c'est un acteur de second ordre en termes industriels aujourd'hui. C'est vraiment la Chine qui est l'acteur de premier ordre. Et justement, il y a une vulnérabilité européenne, et c'est le troisième, à mon avis, élément qui est important. Il y a une vulnérabilité européenne. On a des excédents vis-à-vis des États-Unis et on a des déficits vis-à-vis de la Chine. Et donc, on est d'une certaine manière pris en étau entre les deux. Un pays qui a une politique industrielle extrêmement active et des surcapacités et une concurrence directe vis-à-vis des productions européennes, et un autre pays qui est un marché de destination et est en train de se fermer. Et justement avec cette question des excédents commerciaux. Donc, je pense que c'est toujours utile de rappeler ces enjeux qui étaient à la base avant justement l'arrivée de Trump. Et le deuxième élément que je voudrais rappeler avant d'arriver à ce qui, à mon sens, Trump change pour l'industrie européenne, ce sont les évolutions qu'on a observées dans le logiciel européen sur ces dernières années. Et ces évolutions, elles sont assez fondamentales, je pense. Au moins depuis le Covid, on a des évolutions assez fondamentales et qui se retrouvent notamment dans le rapport Draghi, une partie du rapport Draghi, alors il y a une partie du rapport Draghi sur le marché des capitaux, l'approfondissement du marché unique, qui reprend exactement les mêmes recettes que celles qui sont évoquées depuis 20 ans. Et puis il y a une deuxième partie qui est très très différente, qui pousse pour le développement d'une vraie politique industrielle,
une politique industrielle verticale, c'est-à-dire qu'il choisit des secteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau au niveau européen. C'est vraiment un basculement au niveau européen. On peut choisir des secteurs. On peut choisir des secteurs parce qu'ils sont stratégiques. On peut choisir des secteurs parce que c'est des industries naissantes et on va pouvoir les soutenir pour développer de l'emploi. On peut même soutenir des secteurs parce qu'ils sont importants en termes d'emploi pour certaines régions. C'est quelque chose qui apparaît dans le logiciel européen et qui n'était pas présent jusque-là et qui est vraiment voilà, lié à l'encadrement des règles d'État qui était constitutif du marché unique européen dans lequel on ne pouvait pas aider certaines entreprises ou certains secteurs parce que c'était aider aussi certains pays et créer des distorsions entre pays. Et donc, on revient là-dessus avec voilà, une typologie de secteur qui est relativement bien définie, avec des enjeux de sécurisation des approvisionnements ou de sécurisation de la production de certains biens sur certains secteurs, d'autres enjeux qui sont liés plutôt à la décarbonation et aux questions climatiques, qui sont assez bien définis, et cette logique de est-ce qu'on peut être dépendant sur certains secteurs ou pas, et au besoin de revenir même sur le dogme du libre-échange et mettre en place des barrières douanières, ce qui va assez loin, ce qui n'a d'ailleurs pas été complètement repris par la Commission dans ce qui a été évoqué, enfin le compas de la compétitivité qui est sorti il y a quelques jours. Donc il y a voilà, ce basculement qui me semble important et qui est assez nouveau, mais qui demande à être vraiment à renforcer au niveau européen. On est dans un entre-deux où ces règles, elles ont été allégées de manière temporaire. On a eu un allègement des règles sur les règles d'État, sur les aides d'État, temporaires. Et donc, il va falloir le renégocier à partir de fin 2025. Et donc, il y a un vrai sujet qui se pose aujourd'hui pour la nouvelle Commission européenne et les gouvernements européens. Et puis, il y a la notion de marché intérieur, le fait de développé le marché intérieur et se reposer sur le marché intérieur comme source de croissance. Et ça, encore une fois, c'est nouveau. De pointer du doigt de manière assez claire, dans le rapport Draghi, c'est pointer du doigt de manière assez claire les stratégies, notamment de l'Allemagne, de baisse des salaires, de stagnation des salaires pour prendre des parts de marché à ses partenaires européens. C'est pointé de manière assez claire comme une stratégie qui nuit à l'Europe en tant qu'État avec de la concurrence entre pays européens. Et donc se reposer sur ce marché intérieur et donc moins dépendre de l'exportation et moins dépendre du reste du monde. Et là encore, on allait, ou en tout cas, c'est une logique qui va dans le sens d'une moindre dépendance au reste du monde et du développement d'une industrie et d'un marché qui répond d'une industrie qui répond aux besoins européens avant d'être une industrie qui vise à être compétitive. Voilà. En tout cas, on a un basculement dans les objectifs des objectifs plus larges qui peuvent être atteints par la politique industrielle. Donc voilà, on en était là, arrive Donald Trump, et donc qu'est-ce que ça change du point de vue de Donald Trump? J'ai déjà évoqué que voilà, la politique qui avait été mise en place par Joe Biden, elle est assez similaire à cette politique voilà, d'aider certains secteurs, identifier certains secteurs pour les aider parce qu'ils répondent à des besoins, que ce soit la décarbonation, que ce soit d'autres besoins. C'est assez similaire. Là, pour le coup, Donald Trump, assez clairement, il revient en arrière de manière très claire là-dessus. On n'a plus de ciblage sur ces secteurs. On revient, alors il faut voir jusqu'où on ira, on revient sur les aides qui avaient été annoncées, les crédits d'impôt pour les véhicules électriques, pour l'électricité décarbonée, etc. On revient sur ces aides-là et on dérégule de manière extrêmement... Voilà, c'est l'objectif de déréguler et on voit bien le secteur industriel est assez peu présent finalement dans les discours, à part dans la logique de mettre des droits de douane. Autrement, il est assez peu présent. On voit les secteurs de la tech qui sont très présents, de manière évidente. On voit éventuellement la finance qui est assez présente, et puis tout le secteur de l'extraction des hydrocarbures. Voilà, creusons. Voilà, donc vraiment plutôt une économie de rente. Beaucoup plus, favoriser une économie de rente, beaucoup plus qu'une économie basée sur l'industrie et basée notamment sur l'industrie manufacturière. Aux États-Unis et puis à l'étranger, parce que il y a beaucoup, il y a beaucoup d'allers-retours sur les menaces de droits de douane, etc. Ce sur quoi il n'y a pas d'aller-retour, c'est sur le retrait de l'accord sur la taxation des multinationales. Ça, c'est assez clair qu'il n'y a pas de retour. Et pour le coup, c'était une avancée qui allait aussi dans le sens de taxer les entreprises du numérique. Et ça, voilà, sur la baisse annoncée des
la taxation des entreprises, c'est aussi quelque chose qui est annoncé. Et puis, sur les pressions vis-à-vis de l'Europe, et vous avez évoqué l'Europe, les pressions vis-à-vis de l'Europe sur la régulation des entreprises du numérique. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est fondamental et qui est fondamental dans, à mon avis, les tensions qu'il va y avoir entre l'Union européenne et Donald Trump, parce qu'on va être au-delà de l'industrie, vraiment sur ce secteur du numérique qui est fondamental et qui est aussi fondamental en termes de souveraineté européenne. Donc, juste pour ne pas faire trop long, voilà, on a aussi une dernière dimension, il me semble, une divergence possible entre deux types d'industries. D'un côté, les États-Unis avec une industrie de plus en plus brune, polluante, notamment, on le voit déjà sur les véhicules thermiques. On a déjà une adoption des véhicules électriques beaucoup moins importante sur le marché américain que sur le marché européen ou chinois. Et de l'autre côté, côté européen et chinois, parce que du côté chinois, on a aussi cette transition vers d'autres énergies et des véhicules décarbonés, du transport décarboné. Voilà, cette transition vers une économie plus décarbonée, et donc une divergence entre les deux potentiels qui va créer des frictions, et des frictions très importantes. Voilà, l'année prochaine, on a la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça va créer des frictions extrêmement importantes parce qu'on va avoir cette divergence. Et donc, juste pour conclure, on peut avoir deux visions un peu simplistes, mais une négative, qui paraît évidente. On pourrait passer d'une course aux subventions entre les États-Unis et l'Union européenne pour attirer des entreprises, qui n'était pas forcément négative dans le sens où ça pouvait favoriser les investissements dans les technologies de décarbonation, mais qui avait des enjeux quand même importants, vers une course au moins-disant fiscale et réglementaire. Et ça, c'est effectivement, on a déjà des appels de grands dirigeants d'entreprises français très récemment. On a vu Bernard Arnault. On a déjà des appels vers cette logique-là qui arrive. Et puis, la vision positive, c'est que les Européens dépassent leur divergence et que, voilà, on continue justement sur ce qui a été engagé, justement sur ce choix de quel secteur on veut aider et pourquoi on veut aider ces secteurs. Et poser cette question de à quoi ça sert l'industrie et à quoi ça sert d'aider certains secteurs pour sécuriser des approvisionnements de produits qui sont critiques, pour décarboner l'économie, pour préserver des écosystèmes locaux de production. C'est des questions qui sont sur la table et qui sont sur la table aujourd'hui et qu'on peut traiter aujourd'hui avec ces évolutions récentes et qu'on pouvait difficilement traiter il y a 10 ou 20 ans avec les règles du marché unique. Donc voilà, il y a aussi finalement peut-être une nécessité du fait de Trump qui peut permettre aux Européens de renforcer cet acquis. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Vicard. On voit donc qu'il y a deux options, deux choix stratégiques entre l'Europe et les États-Unis de Trump. Mais justement, qu'est-ce que l'Europe peut choisir? Est-ce que l'autonomie stratégique est possible? Comment vous pouvez l'aborder par rapport… Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Oui, mon intervention va s'inscrire en fait dans la continuité de ce qui a déjà été dit au préalable, en commençant par une remarque qui est que moi, je suis profondément étonnée, pour ne pas dire affligée, de l'espèce d'affolement généralisé qu'on constate en Europe avec l'arrivée de Donald Trump. Ne serait-ce que parce que c'est quand même la deuxième fois et que, a priori, ne pas s'attendre à cela relève véritablement de la faute quand c'est la deuxième fois que ça arrive, mais surtout parce que ce serait croire que les États-Unis avaient été amicaux vis-à-vis de l'Europe avant. Or, ça a été évoqué dans les précédentes interventions, mais je veux dire, l'extraterritorialité du droit américain qui a été utilisée pour tuer Alstom, pour tuer Technip, pour infliger 800 millions d'amendes à Siemens, ce n'est pas Donald Trump qui l'a mise en œuvre. L'IRA, ce n'est pas Donald Trump qui l'a mise en œuvre. Donc, tout ce qui relève d'actes inamicaux vis-à-vis de l'économie européenne existait déjà avant. Et en fait, pour comprendre ce qui est en train de se passer, peut-être faut-il rappeler des chiffres. Alors, le premier chiffre, c'est tout simplement le décrochage européen par rapport à l'économie américaine. Si on prend le PIB de l'Union européenne en 2008, au sortir de la crise, il est de
14 200 milliards de dollars, les États-Unis 14 800 milliards de dollars. On est à peu près pareil. 2023, 15 000 milliards de dollars pour l'Union européenne, 26 900 milliards de dollars pour les États-Unis. Cela signifie que déjà, l'Union européenne, dans sa structure, n'a pas réussi à répondre à la crise de 2008. Les politiques austéritaires ont empêché un retour de la croissance, ont plombé petit à petit les économies et nous continuons à le payer. Donc, ça fait un écart de 80%. Mais même chose pour la consommation. La consommation, elle était équivalente entre l'Union européenne et les États-Unis en 2008. Aujourd'hui, l'écart est de 57%. Et évidemment, les phénomènes comme la guerre en Ukraine ont amplifié tout cela en fragilisant l'Union européenne, en fragilisant les pays européens, en particulier sur la question de l'énergie, qui est fondamentale, et surtout en obligeant les pays européens à se ranger derrière cette bannière de l'Occident qui permet de faire oublier qu'il y a des intérêts qui ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et l'Europe. Tout ça servi par une forme de propagande absolument formidable, c'est les démocraties contre les autocraties. Dans la mesure où les BRICS, par exemple, ne se rallient pas à ce discours occidentaliste et que les BRICS, si je ne me trompe, comportent le Brésil, l'Inde, ça fait quand même quelques démocraties qui pèsent. Bref, pourquoi ce préalable? Parce que quand on parle d'autonomie stratégique, qui est la dernière tarte à la crème à la mode, avec d'ailleurs le grand retour du concept de souveraineté dans le vocabulaire politique, alors même qu'il était banni depuis 20 ans, eh bien, tout cela, en fait, ça relève c'est une façon de se payer de mots. Pourquoi? Parce qu'on ne définit jamais ce que serait une véritable autonomie stratégique. Je veux dire, ça ne s'improvise pas. Ça nécessite en effet de définir des secteurs précis sur lesquels il est nécessaire d'être autonome. En gros, pour le dire simplement, si on voulait que l'Union européenne serve à quelque chose, ce serait à assurer notre autonomie en termes alimentaires, ça semble fondamental. Or, visiblement, pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est dans les tuyaux. En termes, évidemment, stratégiques, militaires, de défense, en termes d'énergie, en termes monétaires, on pourrait rêver d'une monnaie européenne qui se soit positionnée comme une monnaie alternative au dollar, ça n'a jamais été le cas. Et enfin, sur une autonomie numérique. Là aussi, on en est plus que loin. Or, tout cela n'est jamais pensé. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons ne vient pas tant des États-Unis et de Donald Trump que de l'Europe elle-même et de la façon dont elle fonctionne. Et j'en veux pour preuve les réactions, justement, à l'élection de Donald Trump. Première réaction d'Ursula von der Leyen, elle va voir Donald Trump pour lui expliquer que nous allons acheter du gaz naturel liquéfié américain pour éviter l'augmentation des droits de douane. Le gaz naturel liquéfié américain dont l'Europe ne voulait pas avant la guerre en Ukraine parce que c'est évidemment une horreur, ça pollue, ça détruit totalement l'environnement et accessoirement, les Américains nous le vendent 4 fois le prix que eux, auquel ils le vendent pour leurs propres entreprises. Deuxième réaction, Christine Lagarde, au mois de décembre, dans le Financial Times, explique que ce qui serait bien pour éviter l'augmentation des droits de douane, ce serait d'aller acheter des armes américaines. Ça permettrait d'éviter les problèmes. Qu'est-ce que ça nous raconte tout cela? Ça nous raconte que dans cette guerre commerciale, les Européens arrivent en ordre dispersé parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas les mêmes intérêts. Cela a été dit, l'obsession de Donald Trump pour l'excédent commercial européen vis-à-vis des États-Unis ressort dans à peu près toutes ses prises de parole. Cet excédent commercial, il est de 158 milliards d'euros par an, à peu près. Il est en augmentation constante depuis 15 ans. Mais en fait, cet excédent, c'est pas un excédent européen. C'est en grande partie un excédent allemand, également italien. Les Italiens sont deuxièmes, ils ont un excédent de 40 milliards, les Allemands sont autour de 85 milliards. À eux deux, ça fait quand même énormément. Et les Italiens gagnent en permanence en volume. Bref,
c'est l'Allemagne qui veut éviter la guerre commerciale. Pourquoi? Parce que le modèle allemand, depuis 30 ans, est fondé sur 3 piliers. La protection militaire des États-Unis, le gaz russe peu cher et les exportations vers la Chine et les États-Unis. Ce modèle s'est effondré avec la guerre en Ukraine. Fin de l'énergie à bas coût et bouleversement géostratégique qui empêche d'appliquer ce modèle qui a été mis en œuvre dans toutes les négociations, par exemple pour les traités de libre-échange, pour permettre de poursuivre les exportations, notamment de voitures allemandes. On sacrifiait l'agriculture, traduction, l'agriculture française. Et tout cela s'est répété systématiquement pendant des décennies. C'est en train de changer, c'est ça qui est intéressant. Mais le problème que nous avons, c'est que l'économie allemande et l'économie américaine sont fortement imbriquées. Ce n'est pas un hasard si l'usine Tesla est allée s'installer en Allemagne. Ce n'est pas un hasard si l'Allemagne se repose sur SpaceX plutôt que sur des solutions européennes pour le spatial. En fait, et les Allemands quand on observe un petit peu ce qu'ils ont fait de leur énorme excédent commercial depuis des décennies, ils ne le réinvestissent pas dans leur propre économie. En effet, les salaires sont bas, il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures, elles sont dans un état épouvantable en Allemagne. Où réinvestissent-ils ces excédents? Alors, en partie en Europe de l'Est, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser des fonds européens pour créer une activité qui ensuite permet de réenrichir l'Allemagne, mais aux États-Unis aussi. Et ces deux économies-là, en fait, ont besoin l'une de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que tout cela risque de se régler, en fait, sans nous. Ce sont les Français qui sont, pour le dire un petit peu vulgairement, totalement aux fraises dans cette histoire. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est sur l'industrie de défense. Si vous aviez écouté il y a quelque temps l'intervention de Stéphane Séjourné, commissaire européen, donc Stéphane Séjourné, commissaire européen qui a été nommé d'ailleurs de façon rocambolesque et qui montre là aussi l'affaiblissement de la place de la France en Europe, puisque jamais dans l'histoire de l'Union européenne, un président de commission n'a retoqué un commissaire proposé par un État. Ce sont les États qui proposent leurs commissaires. Et là, Ursula von der Leyen, pour des raisons, alors on peut évidemment, pour des raisons qui ne sont pas non plus étrangères à la personnalité de Thierry Breton, mais a retoqué Thierry Breton. Mais c'est en soi quelque chose qui déséquilibre le rapport entre la Commission et les États en Europe. Bref, Stéphane Séjourné explique qu'il faut éviter la guerre commerciale et il reprend le discours de Christine Lagarde, il faut acheter des armes américaines. Le lendemain, au même micro, c'était sur France Inter, le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu, donc ils sont du même parti quand même, ils sont macronistes, explique non, ça ne va pas du tout parce que ça risque de ruiner l'industrie, une des rares industries qui nous reste, à savoir l'industrie de défense. Ça ne nous convient pas et nous allons nous battre. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu inquiétant dans cette absence totale de cohésion. Et tout ce que je viens de vous expliquer se traduit une fois de plus dans les chiffres. Si on regarde la balance commerciale des différents pays de l'Union européenne, on s'aperçoit, je le disais, donc que l'Allemagne a une balance commerciale excédentaire vis-à-vis des États-Unis pour 85 milliards et vis-à-vis de la Chine pour 2 milliards. Mais il y a un autre pays qui est très intéressant si vous regardez, parce que si vous regardez toute la liste des différents pays européens, donc tout en haut, il y a l'Allemagne, et tout en bas, il y a les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, par exemple, ont un déficit commercial vis-à-vis des États-Unis de 34 milliards. Et vis-à-vis de la Chine, de 94 milliards. Vous imaginez par rapport à la taille de ce pays, c'est absolument gigantesque. Qu'est-ce que ça nous raconte? Que vous avez en Europe deux économies, l'une, l'Allemagne, qui s'appuie totalement sur ses exportations et qui donc a besoin que les marchés restent ouverts. Mais de l'autre côté, vous avez une économie, les Pays-Bas, qui s'appuie totalement sur les importations. C'est-à-dire que c'est le cheval de Troie, en fait, de la Chine et un peu des États-Unis en Europe,
Pourquoi? Parce que l'article 28 du traité de fonctionnement de l'Union européenne prescrit que donc les droits de douane sont une compétence européenne, mais le pays par lequel entrent les produits touche 25%. Et le reste va au budget de l'Union européenne. Donc, ces droits de douane ne vont jamais vers le pays de destination des produits, qui, lui, est un peu le couillon de l'histoire. Nous en faisons partie. Mais donc, vous avez là 2 pays qui n'ont aucun intérêt à cette fameuse autonomie stratégique dont on nous rebat les oreilles et qui font tout pour, évidemment, céder absolument tout ce qu'on peut céder pour préserver ce mécanisme qui est le leur et qui fait leur richesse. Accessoirement, ce sont ces pays qu'on appelle les pays frugaux et qui viennent donner des leçons notamment à la France et aux pays qu'ils appellent le Club Med, c'est-à-dire ceux qui ont le mauvais goût de maintenir un système social, un droit du travail et tout ce genre de choses. C'est cela le problème que nous avons. Donc, la question est de savoir si nous sommes capables de remédier à cela. Premier point, nous ne pouvons y remédier que si la France lutte contre sa propre désindustrialisation. Parce que nous sommes le pays d'Europe le plus désindustrialisé. Il y a la Grèce en dessous de nous, hein, mais vraiment à peine. Or, ça a des conséquences, évidemment, sur l'ensemble de notre tissu économique, de notre tissu social. Ça fragilise les territoires, ça les désertifie, ça crée des réactions en chaîne absolument terrifiantes. Et c'est cela qui explique notre appauvrissement et surtout notre difficulté à peser dans le concert européen. Bref, j'imagine qu'il me reste, voilà, eh bien, en 1 minute, je vais accélérer un tout petit peu. Il y a des solutions pour réindustrialiser dans le cadre qui est le nôtre, avec les difficultés que je viens de vous lister. Ne serait-ce que parce que il existe des outils. Je prends un exemple. La commande publique, c'est un levier absolument fondamental. Or, dans l'état actuel du droit, malgré les interdictions diverses et variées liées au droit de la concurrence, on peut rédiger des cahiers des charges qui permettent de favoriser une production locale. Pourquoi? Parce que l'un des enjeux fondamentaux de la réindustrialisation, ce sera l'écologie. C'est-à-dire comment on recrée des usines qui respectent l'environnement, qui produisent selon nos propres normes. Donc, ça nécessite de former l'ensemble de l'administration pour favoriser une production qui soit une production écologique et locale. C'est un exemple parmi d'autres. Mais la question de la production est une question qui est absente de la construction européenne depuis des décennies. C'est-à-dire, l'exemple type, ce sont évidemment les politiques, justement, écologiques, notamment le passage à la voiture électrique, c'est-à-dire le fait d'accélérer ce passage pour pouvoir afficher un bilan carbone absolument formidable, sans avoir attendu que nous puissions produire les éléments qui vont nous permettre de respecter l'environnement. Même chose pour le Green Deal. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique de flux et non pas dans une logique de production, donc absolument pas dans une logique d'autonomie. Cette logique d'autonomie ne nécessite absolument pas de sortir de l'Union européenne, de détruire tout ce qui a été construit, mais simplement de mettre en place un rapport de force pour préserver des intérêts essentiels. L'exemple de la défense est un exemple fondamental, c'est-à-dire que pour l'instant, l'ensemble des fonds européens qui sont abondés par les pays qui sont contributeurs nets, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, ne sont absolument pas fléchés vers une production européenne. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, les contribuables allemands, français et européens payent pour que nous achetions des F-35, etc. Donc, tous ces éléments-là nécessitent que la France trouve des alliés en Europe, à chaque fois des alliés qui vont avoir des intérêts convergents, pour défendre une vision de l'Europe qui, en effet, apparaît en partie dans le rapport Draghi, et c'est ça l'intérêt de ce rapport, c'est qu'il modifie tout de même largement cette vision des choses. Donc, on peut s'appuyer sur différentes choses. Je prends un dernier exemple sur les questions à la fois industrielles et écologiques. L'histoire
d'histoire de fret SNCF. C'est-à-dire le fait d'aller se plier à une injonction européenne qui nécessite de détruire une entreprise comme fret SNCF sous prétexte qu'il y aurait eu des aides indues, alors même que l'impératif écologique, l'impératif de production nous invite au contraire à défendre un service public comme celui-là. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels les décideurs français devraient s'appuyer pour essayer justement de peser, et ce sera bien pour la France et pour l'Europe, parce que l'autonomie est quelque chose, même si beaucoup d'autres pays en Europe ne s'en rendent pas compte, ça nous fera du bien à tous. Merci. Oui, bah si je comprends bien, on n'a pas trop besoin de Trump pour se tirer une balle dans le pied en Europe. La cacophonie est déjà là. Et pour revenir justement à ce problème de réindustrialisation, même en partant peut-être du cas de la France et puis en essayant quand même de l'élargir à l'Europe, et on ne peut faire l'écho dans cette réindustrialisation, dans ces projets, de l'enjeu social, de la place du travail, de la place des salariés. Il y a quelque chose qui est énorme qu'a sorti le secrétaire général de l'ONU au sommet de lundi sur le désarmement, c'est-à-dire qu'il dit très clairement, il faut augmenter les budgets militaires. Pour augmenter les budgets militaires, il faut rogner dans les budgets publics et sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quelles sont les propositions, justement, que la gauche peut proposer? Alors, peut-être, oui, avant d'en venir directement à cette question, moi, je voulais réinsister, comme l'a fait Natacha Polony avant moi, sur préciser de quoi on parle. Parce qu'effectivement, quand on parle de l'industrie, la France a quand même une caractéristique par rapport au reste de l'Europe, ça a été dit, c'est que c'est un des pays qui s'est le plus désindustrialisé. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que on a divisé le poids de l'industrie dans le PIB par 2. On a perdu 2 millions d'emplois, même s'il y a eu des transferts d'emplois de la production, enfin de l'industrie vers les services. Mais néanmoins, on est un des pays qui s'est énormément industrialisé. On a une économie qui s'est extravertie, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui se sont carrément délocalisés dans d'autres pays, ce qui a permis d'ailleurs aux capitaux étrangers de prendre la main sur des fleurons français. Et c'est vrai que c'est une situation particulière par rapport à l'Europe, en particulier par rapport à l'Allemagne, comme ça a été dit, hein. L'Allemagne avait quand même une stratégie pour son industrie. Alors effectivement, elle bénéficiait de la main-d'œuvre à bon marché dans les pays de l'Est, mais elle ramenait les produits pour les assembler sur son territoire. Et elle avait une stratégie effectivement qui reposait, comme l'a dit Natacha Polony, sur du gaz russe qui était bon marché, donc d'où le problème après l'Ukraine. J'y reviendrai un petit peu aussi sur la question du gaz parce que elle me semble importante, et sur le fait d'être très exportatrice, ce qui commence quand même à lui poser des problèmes parce qu'aujourd'hui la Chine est en train de la rattraper. Donc je pense qu'une chance peut-être entre guillemets, c'est que l'Allemagne va aussi avoir des problèmes avec son industrie, donc ça va peut-être rééquilibrer un peu les choses en Europe. Mais donc, aujourd'hui, on a une situation quand même industrielle en France qui est vraiment très mauvaise, pour pas dire catastrophique. On l'a vu d'ailleurs au moment du Covid, ça a été la réalité des prix. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans l'incapacité de produire des masques, des tests, des vaccins. On était complètement dépendant des chaînes de valeur internationales. Et c'est quand même un problème, quoi. C'est un problème de plus être capable de produire un minimum, et en particulier les éléments stratégiques. On pourra parler aussi des filières stratégiques qu'il faut, de mon point de vue, développer en particulier en Europe. Donc cette perte d'industrie, elle a des conséquences sur l'économie, c'est-à-dire que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne redressera pas l'économie si on ne dresse pas l'industrie. Elle a des conséquences évidemment sociales, puisque les emplois industriels sont des emplois qui sont stables, mieux payés que dans les services, qui nécessitent des gens formés et qui induisent 3 ou 4 emplois. Et puis, elle a des conséquences environnementales. Parce qu'on ne produit pas, mais on a quand même des besoins. Donc, on va rapatrier des produits qui sont produits dans des moins bonnes conditions. Et du coup, on a notre empreinte environnementale. Peut-être que nos émissions de gaz à effet de serre baissent, mais notre empreinte environnementale, elle augmente.
et notre balance commerciale est structurellement en déficit. Donc, on a une situation en France qui est vraiment mauvaise, une désindustrialisation qui s'est faite parce qu'on a une économie qui est très financiarisée et aujourd'hui, on a ce qu'il faut prendre en compte, une mutation industrielle qui est faite sous la contrainte de la financiarisation. Et ça, c'est un vrai problème parce que le temps industriel et le temps de la finance, c'est pas le même. Le temps industriel, c'est du temps long, avec des retours sur investissement qui sont pas toujours à 2 chiffres, même souvent à un seul chiffre. Et la finance, c'est d'avoir des taux de rentabilité très élevés, de 2 chiffres immédiatement. Et donc, on a cette mutation industrielle sous contrainte et la responsabilité des grands patrons qui ne veulent pas s'extraire justement de cette financiarisation de l'économie. Donc, ils font une course à l'échalote en demandant qu'on leur baisse les impôts de production, qu'on leur baisse les prétendus coûts du travail et ainsi de suite. Ça veut dire que parce qu'aujourd'hui, on a un discours qui est accepté et commun sur le fait qu'on s'est désindustrialisé et que c'est un problème. Donc, il faut se réindustrialiser. Mais par contre, on n'est pas d'accord sur les causes. Et à partir du moment où on n'est pas d'accord sur les causes, on ne trouvera pas les bons remèdes. C'est-à-dire que si on continue, comme le font aujourd'hui les patrons, à dire c'est parce que le travail, entre guillemets, coûte trop cher, c'est parce qu'on est trop taxé et ainsi de suite, eh ben, c'est un cercle vicieux et on n'y arrivera jamais. Et donc, nos fleurons nationaux, ils ont presque tous disparu. Le premier intervenant a cité le piège américain avec Pierucci qui avait été en prison pendant 2 ans, je crois, aux États-Unis. Et puis, Natacha, tu en as parlé aussi. Enfin, c'est quand même, moi, j'en profite pour le redire. Alstom, c'est un véritable scandale français, d'ailleurs, dans lequel Macron est mouillé jusqu'au cou. Moi, je suis très étonnée que les choses, aujourd'hui, elles ne sortent pas plus. Parce que quand même, ça part du droit extraterritorial américain, comme ça a été dit par le premier intervenant, qui, par des manœuvres, a fait en sorte que du coup, en emprisonnant entre autres un dirigeant d'entreprise française aux États-Unis, a fait en sorte que le dirigeant d'Alstom de l'époque, Patrick Cron, cède aux revendications américaines, bien aidé par Monsieur Macron, qui était alors le ministre de l'économie, et qui ne sont pas inquiétés d'ailleurs ni l'un ni l'autre à l'époque, qui ont fait en sorte que Alstom cède sa branche énergie à General Electric. Alors la branche énergie, quand même, c'est celle qui fait des turbines pour nos centrales, c'est pas rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme à chaque fois, ça se passe toujours de la même façon. General Electric s'était bien entendu engagé à faire de l'emploi en France. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé par rapatrier tous les brevets. Après, ils ont mis structurellement l'entreprise à Belfort en déficit et puis ils ont fermé. Et on a perdu cette partie-là. Donc, c'est quand même gravissime. Et c'est ce qui s'est passé pour tous nos fleurons industriels. Bon, il en reste quelques-uns, mais très peu. On est encore dans le luxe, dans, oui, l'armement, effectivement. Après, on peut parler de production socialement utile, mais bon, voilà. Donc, on a quand même une situation qui est particulière, qui est très inquiétante, parce que, du coup, cette désindustrialisation, cette financiarisation de l'économie, elle a conduit à sous-investir dans la recherche et développement. On est complètement à la traîne en France, alors qu'on sait que, justement, pour répondre aux enjeux inédits qui nous sont posés, les enjeux écologiques aujourd'hui, il va falloir investir beaucoup dans la recherche et l'innovation. On a sous-investi dans la formation et dans l'humain, alors que l'arrivée massive du numérique va demander d'élever les qualifications et les compétences de tous et toutes. Et on a sous-investi dans l'appareil productif. Donc, la situation, elle est mauvaise. Et la France est très isolée, comme ça a été dit précédemment, au niveau de l'Europe, et très isolée dans le monde. Alors, au niveau de l'Europe, très isolée au niveau de l'Europe, hein, puisqu'on voit que les intérêts français et allemands ne sont pas alignés. Il y a peu de politique européenne industrielle aujourd'hui. Alors effectivement, il y a le rapport Draghi. Peut-être que les choses peuvent un peu évoluer, mais jusqu'à présent, la politique européenne, c'était la politique de la concurrence soi-disant libre et non faussée, qui a conduit quand même, allez, je le dis un peu en raccourci, à casser EDF. On avait un avantage extraordinaire en France, c'est qu'on avait un outil qui nous permettait de produire de l'électricité décarbonée à bas coût. On avait d'ailleurs des rapports privilégiés avec la Chine. C'est pas rien, ça. Tout a été cassé. On avait un atout avec le nucléaire civil. Bon, et ça a été quand même bien cassé. Et bien cassé, entre autres, par la Commission européenne et par l'Allemagne, qui considérait que c'était un avantage concurrentiel pour notre industrie. Et aujourd'hui, alors, on est toujours sur le coup, en France, de la Commission européenne qui nous impose, d'ouvrir à la concurrence, les concessions hydrauliques. C'est pas rien. Quand on sait que les concessions hydrauliques, ça permet justement de stocker de l'électricité, ça permet aussi de gérer l'eau.
et qu'on ouvrirait à la concurrence cet or blanc, entre guillemets, pour que des entreprises privées puissent y accéder, enfin, ça serait une vraie catastrophe. Mais voilà, donc aujourd'hui, on en est encore là de la politique européenne sur les questions énergétiques, et l'énergie, ça va être une question centrale en termes de réindustrialisation, de compétitivité et de souveraineté pour employer ces mots-là. Alors, juste une petite parenthèse sur le gaz. L'Allemagne avait effectivement des accords avec la Russie pour utiliser le gaz, et elle avait beaucoup misé là-dessus pour son développement. Et il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la construction d'un gazoduc, parce que le gaz, on peut le transporter de deux façons. Soit on le transporte directement dans des gazoducs, soit on le liquéfie, on le met dans des bateaux et on le regazéifie à l'arrivée. Et d'ailleurs, nous, à l'époque, syndicalement, je me souviens quand cette technique de gazéification de liquéfaction était arrivée, on s'est dit, c'est pour faire fonctionner le marché. Parce que quand vous avez un gazoduc, vous avez les deux bouts qui arrivent voilà, voilà. Alors que quand c'est sur un bateau, on l'a très bien vu, le gaz, il est liquéfié, il est mis sur un bateau, puis après, le bateau, il s'oriente aux endroits où on va lui donner les meilleurs prix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est adapté pour faire fonctionner le marché. Et donc, il avait été question de construire le gazoduc Nord Stream 2 pour alimenter l'Allemagne. Il y avait des écrits américains que vous pouvez retrouver, plusieurs, qui ont dit jamais Nord Stream 2 n'entrera en service. Des déclarations de Joe Biden. Jamais il entrera en service. Jamais. Il voulait pas que ça rentre en service. Or, la situation qu'on a aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, bon, c'est que, effectivement, il n'y a plus de gaz russe, mais il y a du gaz liquéfié américain qui inonde l'Europe, alors qu'effectivement, nous, par exemple, dans la législation française, on l'interdit parce que ce gaz-là est produit par la fracturation hydraulique, qui est une technique qui est introduite en France. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans une situation d'un point de vue industriel qui est mauvaise, et ça, je partage ce qui a été dit. On n'a pas eu besoin de Trump pour ça. On a eu nos grands patrons et puis nos gouvernements successifs qui ont suffi. Et on est isolé en Europe et dans le monde. Et pourtant, il va falloir qu'on réindustrialise le pays. Alors, bien évidemment, d'une autre manière de réindustrialiser le pays pour prendre en compte les enjeux environnementaux. Ça veut dire que, alors, ça peut être une chance, effectivement, de mettre en place une économie beaucoup plus circulaire avec des circuits courts pour produire au plus proche de l'endroit où on a les besoins. Beaucoup plus de recherche, de formation, de démocratie pour décider ce qu'on produit, comment on le produit, qu'est-ce qui est utile socialement, voilà. Et donc, pour tout ça, il va falloir chercher comment on va pouvoir le faire, tout ça. Est-ce que la France, elle peut faire des choses toute seule? Comment elle va pouvoir faire des choses avec l'Europe? Donc, pour ça, je pense qu'il va falloir qu'on cherche des alliances. Alors, des alliances, comme ça a été dit précédemment en Europe, avec des pays qui voudront bien avancer sur certains sujets. Bon, certains prônent de réaligner les intérêts de la France et l'Allemagne, voir si c'est possible ou pas, mais peut-être aussi on peut avancer avec d'autres pays, peut-être avec l'Espagne ou avec d'autres pays sur certains sujets. Et puis, il faut qu'on cherche des alliances du multilatéralisme au niveau international. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaye d'avancer. Bon, le premier intervenant a parlé d'avancer avec la Russie. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaie aussi d'avancer avec la Chine. Pourquoi pas? Par exemple, on avait des coopérations très fortes avec le nucléaire civil. Je ne sais pas ce qu'il est possible de reprendre, mais en tous les cas, essayer justement d'avancer avec d'autres pays. Parce que je pense qu'en plus, on rentre dans une nouvelle phase du capitalisme qui est quand même extrêmement inquiétante, parce qu'on a un rapprochement entre l'extrême droite et les grands patrons. Et c'est pas vrai qu'aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait un petit peu peur. On se demande ce qu'on va pouvoir faire quand on voit Trump et puis derrière tous les patrons là, X, Facebook, Google et puis Arnaud qui était là aussi pour nous, pour représenter la France. Non mais voilà, ça fait un petit peu peur cette alliance quand même de l'extrême droite et puis de l'argent quoi. La privatisation de toutes les choses publiques qui est en train de se faire aux États-Unis, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et pas uniquement aux États-Unis. Je rappelle qu'en France, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des grands patrons qui se sont affichés en train de déjeuner avec Marine Le Pen. Donc voilà, donc il y a vraiment, enfin je crois qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase du capitalisme qui est assez inquiétante parce que le capitalisme financier, il arrive aussi, il arrive à des contradictions parce qu'il épuise l'homme, il épuise la planète. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir survivre, il va falloir qu'il s'allie avec l'extrême droite, entre autres, et qu'il empêche la démocratie.
Et je crois que là, du coup, on va avoir besoin justement d'avoir des réactions collectives fortes en France, en Europe et dans le monde, parce que cet enjeu démocratique, il va devenir central. C'est là que va se jouer la survie du capitalisme. Alors, comment on peut essayer d'agir pour justement conserver cette démocratie, retrouver un petit peu une dynamique? Déjà, nous, en France, il me semble que une des pistes, c'est de repartir du travail dans les entreprises, parce que déjà, c'est dans les entreprises qu'il y a de la production de valeur. C'est là que se joue le rapport entre le capital et le travail, l'antagonisme entre les forces productives et les rapports de production. Et puis, parce que le travail, ça unit quelle que soit la couleur de peau, la religion, le genre, voilà. Donc, ça réunit la classe des travailleurs, la classe ouvrière. Donc, repartir du travail en essayant de gagner des droits d'intervention dans les entreprises et d'imaginer un système qui permette de rendre ces droits effectifs. Parce que c'est pas uniquement gagner des droits, c'est qu'après qu'on puisse les appliquer. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu d'imaginer quel système on va pouvoir mettre en place pour que les droits qu'on pourrait gagner collectivement dans les entreprises, ils deviennent effectifs. Et je pense que ça pourra se faire, et après je vais terminer là-dessus, si on a des convergences, et aujourd'hui on en a besoin, c'est urgent, entre partis politiques, syndicats, associations. On a besoin de tout le monde dans cette bataille-là, sans hégémonie, sans se marcher sur les pieds, chacun a son rôle, chacun a sa place, mais on a vraiment besoin de réfléchir à des convergences pour pouvoir justement enclencher une nouvelle dynamique au niveau de notre pays, et puis voir en Europe et plus loin. Note d'espoir. Bien, bah, écoutez, à travers toutes ces interventions, je crois que beaucoup de thèmes et de propositions ont été abordés. Dans un premier temps, je voulais savoir si nos intervenants voulaient réagir par rapport aux précédentes interventions. Bernard Duterme va être obligé de nous quitter parce qu'il a son train pour Bruxelles. Pose vite ta question. Tout à l'heure, vous évoquiez les conséquences et les contradictions à l'intérieur des forces du capital aux États-Unis sur mais si on augmente, attention, parce que partie des entreprises américaines ont investi pour s'installer juste à la frontière au Mexique, etc., etc. Ou alors la main-d'œuvre immigrée aux États-Unis. Évidemment, je parle avec imprudence parce que ce n'est pas un domaine de compétences précis pour moi, mais j'imagine que si ces entreprises s'installe à la frontière au Mexique, c'est pas pour payer les Mexicains au salaire des Américains. Donc, j'imagine qu'on reste quand même dans une logique qui n'est pas une logique caritative, mais une logique quand même d'exploitation de la main-d'œuvre mexicaine. Et j'imagine que si ça pose des problèmes aux Américains de perdre leur main-d'œuvre immigrée, c'est parce que j'imagine qu'ils la traitent moins bien que la main-d'œuvre nationale. Et donc, de ce point de vue, si je puis dire, en tant qu'internationaliste un peu basique, bon, j'ai du mal à me situer au l'intérieur de ces contradictions en disant vite, battons-nous pour qu'ils puissent continuer, vous voyez, à avoir une main-d'œuvre immigrée pas chère, etc. Donc je me disais, bon, on est quand même dans un système où on est entre deux logiques capitalistes qui sont pas très enthousiasmantes malgré tout l'une et l'autre. Oui, bien sûr, rapidement, parce que je dois vraiment partir, je ne défends pas le modèle capitaliste nord-américain tel qu'il se développe mais qui repose effectivement là-dessus. C'est ça l'intérêt des investisseurs nord-américains et asiatiques également. Les Chinois sont très présents au Mexique maintenant. C'est que, enfin, surtout pour les Nord-Américains, c'est que la main-d'œuvre est 3, 4, 5, 6, 7 fois moins chère dans certains secteurs. Et donc, oui, et en plus, elle est qualifiée parce que c'est pas nouveau, cette histoire. Ça n'a pas attendu Trump, en effet. Elle est qualifiée pour travailler dans ces unités d'assemblage. Au départ, on était dans du textile, etc. Mais depuis quelques années, on est dans les automobiles, dans la high-tech, dans l'aéronautique, etc. Mais il est là, effectivement, l'intérêt des investisseurs nord-américains de poursuivre leur travail d'exploitation de la masse ouvrière mexicaine. C'est la réalité, oui. Mais pour autant, comment je veux dire, la situation économique favorable actuelle du Mexique repose là-dessus, repose sur
l'Amérique latine est très faiblement industrialisée. Il y a vraiment que quelques grands pays qui le sont un petit peu. Et même ces dernières années, on a parlé de désindustrialisation précoce du fait de cette pression sur les matières premières, dont les prix ont été très élevés entre 2000 et 2015. La plupart de l'Amérique latine s'est reprimarisée. On a assisté. Et le Mexique est une exception. Là, ces dernières années, on a un accroissement de l'industrialisation, mais effectivement, dans un modèle capitaliste injuste qui repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre moins chère de ce côté-là de la frontière qu'elle ne l'est de l'autre côté. Oui, non, je ne défends pas ce modèle, mais c'est ce qui explique l'imbrication complète de ces économies aujourd'hui et le fait que l'arme des tarifs douaniers ne peut pas fonctionner pour obliger le Mexique à mettre un genou à terre, parce qu'elle touche les intérêts états-uniens autant que les intérêts mexicains. Bonne soirée. Au revoir et merci beaucoup. Des réactions, d'autres questions? Alors, moi, Oui. juste une réaction parce que on a parlé de la situation de l'industrie française et on a beaucoup abordé. Alors, c'est une réalité, la désindustrialisation française, plus rapide que dans les autres pays européens et que dans les autres pays riches, à l'exception des États-Unis d'ailleurs, qui sont assez similaires de ce point de vue-là. Mais voilà, on a beaucoup abordé en fonction, en évoquant l'extraterritorialité américaine qui avait touché certaines entreprises, qui est une réalité, en abordant la concurrence allemande. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi non plus négliger la part de responsabilité française. Je voulais juste le rappeler parce qu'on a beaucoup de grandes entreprises en France. Il nous reste beaucoup de grandes entreprises en France qui produisent beaucoup à l'étranger. Et pour le coup, voilà, elles sont extraverties, elles produisent à l'étranger. On a des politiques qui ont été mises en place qui vont dans le sens plutôt défavorable à l'industrie. Hein, si on pense, par exemple, à toutes les réductions de cotisations sociales sur les bas salaires, c'est plutôt une spécialisation qui va à l'encontre de l'industrie, qui favorise les emplois de service ou les emplois dans l'industrie qui sont peu qualifiés. D'ailleurs, voilà, les chiffres que le gouvernement évoque, qui sont évoqués sur l'augmentation de l'emploi industriel ces derniers temps, c'est beaucoup d'emplois dans l'agroalimentaire, qui ne sont pas les emplois qualifiés qu'on évoque, qu'on a en tête souvent dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Donc je pense qu'il faut garder en tête quand même, et je ne suis pas du tout en train de dire que vous ne l'avez pas en tête, mais voilà, ça n'a pas été évoqué. Je pense que cette dimension-là, vraiment, voilà, des politiques qui ont été mises en place et de la responsabilité aussi des entreprises, des multinationales françaises, qui ont eu un comportement très différent de celui qu'on peut voir notamment en Allemagne, et peut-être aussi voilà, le rôle de la gouvernance des entreprises est aussi importante en Allemagne, avec cette codétermination et cette proximité entre les dirigeants et les lieux de production qui ne sont pas tous situés, on n'a pas tous les centres de décision qui sont à Paris comme en France, ils sont répartis sur le territoire. Ça, c'est aussi des dimensions sûrement sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir et il faut les garder en tête. Et voilà, je voulais juste réévoquer ça parce que je pense que c'est important de garder en tête cette dimension nationale aussi de cette désindustrialisation. Mais je pense que toutes les deux, nous sommes entièrement d'accord, en effet, puisque chacune à notre manière, nous avons tenté de montrer que c'était la responsabilité, que ça n'était absolument pas une fatalité, qu'il y avait des explications. En effet, il faut se mettre d'accord sur le constat et comprendre que ça vient des dirigeants français, des élites françaises, que ce soit les élites politiques ou les élites économiques. Et il y a à la fois une question idéologique, c'est-à-dire, et on peut même d'ailleurs y voir une question quasi philosophique qui est la question de l'universalisme français et la façon dont les élites françaises dans les années 80 ont pensé l'universalisme à travers la vague néolibérale, c'est-à-dire avec cette idée que finalement penser en termes national était totalement ringard et voire suspect, et qu'il valait mieux parler au monde entier. Et ça aboutit en effet à ce que des grands groupes du CAC 40, on l'observe très très bien, à Marianne, on avait fait un observatoire du patriotisme économique, et donc avec un calcul, en gros le calcul assez précis consiste à regarder
quelle est l'évolution des emplois en France et à l'étranger des différents groupes du CAC 40 en fonction de leur chiffre d'affaires en France et à l'étranger, pour justement pondérer et voir ceux qui respectent à peu près une forme de patriotisme économique et ceux qui, au contraire, ont détruit de l'emploi davantage que ce qu'ils auraient dû en fonction de leur chiffre d'affaires. Et sans surprise, on s'aperçoit que ceux qui maintiennent l'emploi en France, ce sont les groupes de luxe. En tête, on a Hermès, puis un peu plus bas LVMH, alors que les pires, c'est Stellantis, Michelin, puisque évidemment, ils sont beaucoup plus soumis à une concurrence internationale féroce. Et je complète d'ailleurs en disant, vous avez esquissé le fait que les emplois industriels créés ces dernières années sont dans l'agroalimentaire. On peut même être plus précis que ça, c'est-à-dire que depuis 2017, Emmanuel Macron se prévaut de 127 000 emplois créés dans l'industrie. En fait, 29% de ces emplois, ce sont les données URSSAF qui le montrent, sont des emplois dans la boulangerie et la boucherie qui sont considérés comme de l'industrie agroalimentaire. C'est formidable. Et il y a aussi 16% qui sont des emplois dans le traitement de l'eau, des déchets et de l'électricité, c'est-à-dire des secteurs qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale. Donc ça veut dire qu'en fait, dès qu'il y a concurrence internationale, nous sommes fragilisés. Et je suis d'accord avec vous, nous sommes fragilisés du fait de nos choix politiques. C'est pour ça que la question de savoir comment on y répond est absolument essentielle. En effet, il y a des décisions à prendre en matière d'aménagement du territoire, de rôle de l'État dans les infrastructures. Il y a des décisions à prendre dans la formation également, dans la gouvernance des entreprises. Je suis bien d'accord, la façon dont l'Allemagne gère ça permet justement de maintenir un capitalisme qui ne soit pas totalement financiarisé. Le drame de la France, c'est d'avoir deux secteurs extrêmement puissants, le secteur bancaire et la grande distribution. Or, la grande distribution a intérêt à détruire le reste de la production, le reste de la richesse du pays pour pouvoir vendre moins cher. La guerre des prix que se livre la grande distribution est une catastrophe absolue pour la production. Tout ça avec un chantage à l'emploi, évidemment, alors même qu'un emploi créé dans la grande distribution détruit, selon les données, entre 2 et 3 emplois autour, évidemment. Donc, les politiques à mener, elles sont bien nationales dans la mesure où le problème est bien national. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et je pense que le préalable, c'est une question quasiment culturelle. C'est retrouver la fierté de produire. C'est-à-dire retrouver l'idée que quand on est un pays de consommateurs, on est un pays dépendant. Et que produire, c'est maîtriser son destin, c'est choisir la façon dont on agit sur le monde. Et ça, je crains que la France ne l'ait perdu largement et qu'il faille un travail justement pour retrouver tout cela. Quelques précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des réactions, des questions? Parler du monde, c'est-à-dire par exemple la guerre en Gaza, etc. Marqué le retour de Donald Trump. Quelles conséquences pour l'Europe et le monde? Mais là, on a aussi abordé, mais pas le reste. Oui, on a aussi abordé cette question, mais nous sommes à notre première rencontre et là, Trump commence son mandat. Je pense qu'on a abordé énormément de choses aussi de ce fait, l'état du monde, l'état de l'Europe, même sans Trump, et c'est particulièrement intéressant, effectivement, pour savoir comment on peut réagir. Je voulais savoir, vous avez d'autres... Moi, j'aurais une question peut-être à Monsieur Galis, parce que il a parlé, alors là, pour rejoindre le monde, il a parlé de la nécessité d'une politique étrangère européenne. Qu'est-ce qu'il entend par là au regard des différentes interventions qui ont été faites ce soir? Si j'étais pessimiste ou si j'étais réaliste, je dirais que c'est un vœu pieux. Parmi les livres que je lis ou que je relis parce que je n'avais pas le temps de les finir, il y a un excellent livre qui avait été écrit par un diplomate français qui s'appelait Gabriel Robin, qui est décédé il y a 2 ans,
et qui a écrit un livre excellent qui s'appelle Entre Empire et Nation. Et Gabriel Robin est intéressant parce qu'il avait été ambassadeur de France au Conseil de l'OTAN. Donc il était au cœur de la machine. Et en réalité, son livre, c'est un démontage très argumenté de la vision de l'Union européenne, qui est une bibloterie sonore pour sa politique étrangère et de sécurité commune, dit-il, et puis l'OTAN, qui est passée d'une institution supposée être de défense à quelque chose qui est un outil impérial caractérisé. Donc voilà ce dont il faut partir. Et puis j'ai eu parfois d'heureuses surprises dans mes recherches. Je viens de voir que une personnalité allemande, Monsieur Klaus von Donani, qui était un ancien ministre de Willy Brandt, ancien maire de Hambourg, et qui vient de faire un livre, il est sorti il y a 2 ans, sur les intérêts nationaux, Nationale Interessen en allemand, qui fait une analyse assez lucide des parts respectives de l'Union européenne et de la politique allemande en disant il faudrait moins d'Europe et plus d'Allemagne. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a loupé un coche en Europe au moment du traité de l'Élysée et du préambule qui a été mis à l'insu de Charles de Gaulle au traité franco-allemand de l'Élysée. Et il est très sévère en disant le débat en Allemagne, donc en 63, on est en 63 là, le débat a eu lieu entre gaullistes et atlantistes, écrit dans le texte. Et c'est un livre qui est sorti il y a 2 ans. Donc vous imaginez qu'en France, plus personne n'ose dire gaulliste ou à peu près, et il faut aller chercher un vieux social-démocrate allemand qui nous dit que ce serait peut-être un débat qu'on aurait peut-être dû reprendre, réfléchir, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, moi, je n'ai pas de réponse toute ficelée, parce que pour le moment, c'est une coquille-grue, la politique européenne et de sécurité commune. Ça n'existe pas, et ça ne peut pas exister. On trouve le plus petit commun dénominateur, et on appelle ça la politique européenne et de sécurité commune. Mais en réalité, il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir parce que, on l'a dit tout à l'heure, les stratégies économiques, politiques, militaires sont contradictoires. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Les F-35, tout le monde va en acheter, sauf les Français, parce qu'il faut quand même bien qu'ils vendent leurs Rafales. Les Rafales, on peut en vendre à aucun pays de l'OTAN. C'est pour ça qu'on en vend aux pays arabes. La seule exception qu'on a faite, c'est parce qu'on en a vendu aux Turcs et que les Grecs se sont dit, puisque les Turcs en ont acheté, on va en acheter aussi. Donc on a 2 pays de l'OTAN quand même, qui, pour se combattre entre eux, éventuellement vont acheter du matériel français. Donc moi, je n'ai pas de solution ficelée, mais je dirais qu'en attendant qu'il y ait une politique européenne, il faudrait peut-être qu'on renationalise un peu un minimum de choses, aussi bien en termes politiques qu'en termes industriels et économiques. C'est-à-dire ne pas avoir honte d'être patriote. En France, on est cocardier parce qu'on fait des cocoricots, mais en fait, on n'est pas patriote du tout. Les Allemands, ils font exactement le contraire. Ils disent non, on n'est pas allemand, on est européen, on est ceci, on est cela. Mais en réalité, ils défendent très bien leur beefsteak. Ils ont une organisation industrielle associée à leur pays périphérique. Ils ont l'euro qui est un marque déguisée. Bon, parmi les arguments que Natacha Polony a expliqué tout à l'heure, la puissance allemande, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'ils ont organisé très intelligemment la sous-traitance avec leur pays périphérique et que l'euro est quand même un marque amélioré de leur point de vue. Donc, avant ça, il faut effectivement trouver des alliés, mais il faut d'abord qu'on ait une idée. Or, quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué que Macron a dissous le corps diplomatique. Je passe sur un certain nombre d'erreurs ponctuelles qu'il a faites, mais là, il a commis une erreur structurelle. Le corps diplomatique était une richesse. La France partageait avec le Royaume-Uni deux traditions très ancrées de puissantes machineries diplomatiques. Alors, la diplomatie, ça ne fait pas une politique étrangère, ce n'est pas la même chose. C'est un outil tactique d'une vision stratégique. Il faut d'abord une politique étrangère. Mais enfin, si on n'a même plus le corps diplomatique, comment vous voulez qu'on ait une diplomatie et les moyens d'une politique étrangère? Donc, moi, ma solution, elle est en 2 temps. Un, il faut d'abord avoir une politique nationale, c'est-à-dire une visée. Et puis 2, il faut trouver des alliés. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été particulièrement éprouvé par le sort imposé à la Grèce.
vous entend, mais on vous entend assez mal. Fallait le dire. Excusez-moi, on vous entend assez mal. Et il y a des réactions à votre intervention. Alors, si vous voulez bien, comme nous arrivons au terme de notre séance, je vous remercie et je vais, Vincent, vous vouliez réagir, non? Peut-être un petit mot juste pour revenir sur l'histoire du traité de l'Élysée, parce qu'en effet, c'est extrêmement intéressant. En 1963, De Gaulle et Adenauer conçoivent ce traité qui, en fait, marque la création d'une Europe véritablement européenne. Et c'est un pas absolument fondamental, non seulement dans la réconciliation franco-allemande, mais dans l'indépendance de l'Europe. Et le candidat de la CDU qui doit prendre la suite d'Adenauer, Ludwig Erhard, qui est en fait totalement un féodé aux Américains, pousse la CDU au Bundestag à exiger la rédaction d'un préambule qui explique en gros, bon, tout ça c'est très joli, mais dans le cadre des traités déjà existants, donc dans le cadre de l'OTAN, et donc vide de sa substance. Le traité de l'Élysée. Et quand on a célébré l'anniversaire du traité de l'Élysée, donc en 2023, en expliquant que c'était absolument formidable, que c'était le symbole du couple franco-allemand, c'était d'une hypocrisie absolue, et pas un journaliste n'a rappelé l'histoire véritable du traité de l'Élysée. Ça raconte quoi? Ça raconte que les Français sont dans et que ce soit les politiques ou les journalistes, le monde médiatique, sont dans un rapport malsain à l'Allemagne, dans un état d'inféodation totale à l'Allemagne, et ça fait 30 ans qu'on entend des politiques nous expliquer que les Allemands sont tellement meilleurs que nous, que le modèle allemand est génial. Souvenez-vous, Angela Merkel était mais absolument une icône totale, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en effet, c'était peut-être pas une très bonne idée de créer une dépendance totale vis-à-vis des Russes, etc. Donc il y a là une des raisons, me semble-t-il, du mal français, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, dans les erreurs d'analyse des élites françaises, il y a quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai une proposition, c'est d'insérer dans les chroniques qui vont suivre, les chroniques américaines qui vont suivre, c'est d'insérer les chroniques européennes. Parce que là, je pense qu'on a touché quand même quelques points fondamentaux sur l'Europe. Alors, on s'est peut-être un peu éloigné du sujet initial, mais c'était super, enfin, mon avis, je ne sais pas ce que la salle en pense, super intéressant de reprendre un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. Et dans quel état nous allons avoir à faire face à le bulldozer de la Maison-Blanche. Oui, mais je pense que c'est effectivement extrêmement intéressant parce que ce qu'on observe aujourd'hui en réalité, c'est finalement une contradiction, et c'est ce qu'on essaye de développer depuis tout à l'heure, entre ce que nous appelons les bourgeoisies, donc des contradictions entre les différentes franges de la bourgeoisie, et qui se traduisent par des différences d'intérêts et des différences au niveau des différentes nations, que ce soit au niveau européen ou occidental de façon générale. Et je pense qu'effectivement, Donald Trump est le cristallisateur de ça. Or, moi, ce qui m'interpelle dans tout ce qu'on a dit, c'est vraiment, et c'est ce qui m'a interpellée, je dois dire, pendant les 15 ans où j'ai travaillé au Parlement européen, c'est à quel point les élites européennes étaient incapables de se sortir de ce dogmatisme néolibéral, c'est-à-dire incapables de réinventer une autre manière de faire de la politique, c'est-à-dire on a une crise, on va la régler à grands coups d'austérité. Alors, il y a une exception à ça, et on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, ça a été la pandémie, où la pandémie, du jour au lendemain, tout ce qui était inscrit dans le marbre, c'est-à-dire les traités de libre-échange, la règle d'or pour les États et tout ça a été caduque parce qu'il a fallu, à un moment donné, c'était un impératif de survie, de faire en sorte de refinancer les entreprises pour faire face à une crise mondiale et face d'ailleurs à une crise de production énorme. On l'a évoqué tout à l'heure, on était quand même, le fait de manquer à tel point de souveraineté, c'est vu à ce moment-là de façon flagrante, avec en plus des États européens qui jouent les uns contre les autres. Et donc du coup, ce que nous disions depuis quand même le début de la création de l'Union européenne, parce que c'est pas un secret que les communistes ont toujours été assez réfractaires à la construction de l'Union européenne telle qu'elle, non pas par nationalisme, parce que Guillaume le disait tout à l'heure, c'est un petit peu dans notre ADN les campagnes internationales et l'internationalisme, mais bien parce que cette construction nous convenait pas et qu'on n'est pas
à notre sens, aux travailleurs et au peuple d'Europe. Mais ce que nous disions depuis 30 ans, qui est que cette règle d'or ou ces lois néolibérales sont pas une fatalité, je pense que c'est devenu une évidence pour tout le monde. Et le problème, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est pris dans un étau entre un État états-unien qui fonctionne non pas de façon libertarienne comme certains le disent rapidement, mais fonctionne aujourd'hui comme un prestataire de services pour les grands groupes multinationaux des États-Unis, et face à une Union européenne qui dit OK, on a levé un peu le poids de ce dogme néolibéral pendant une période, et aujourd'hui on veut le restaurer à grands coups de milliards d'économies dans les différents États. Et c'est ce que voulait le gouvernement Le Maire, ce que veulent continuer à faire les différents gouvernements français. Et ça, c'est totalement en contradiction aujourd'hui entre défendre à la fois nos intérêts en tant que nation, et ce qu'on évoquait en termes industriels notamment, et nos intérêts en tant que peuple, et que peuple souverain, et là, pas uniquement peuple français, mais peuple d'Europe. Et pour finir, parce que la question nous a été posée, le premier panel traitait spécifiquement de la politique étrangère des États-Unis, notamment avec son entourage immédiat avec le Mexique, mais également de la réaction des élites européennes par rapport à ça. Et on y a évoqué la guerre à Gaza, on y a évoqué également la guerre en Ukraine, etc. Moi, je crois que quand on dit réinventer une nouvelle forme de politique, il ne s'agit pas de faire de dire on va arrêter toute la construction d'armes du jour au lendemain et le monde ira mieux. C'est pas de ça dont il s'agit. Il faut faire preuve à un moment donné de pragmatisme et de réalisme en politique. Mais néanmoins, le fait est qu'aujourd'hui, l'engrenage guerrier dans lequel on a été entraîné avec cette guerre en Ukraine afin de favoriser certains groupes financiers ou certains groupes industriels à l'échelle de l'Europe et à l'échelle des États-Unis, parce que les grands bénéficiaires de cette guerre pour l'instant sont les États-Unis, eh bien aujourd'hui cette politique nous mène dans le mur. Et donc pour revenir sur la question de la défense européenne, moi je pense qu'il faut effectivement des coopérations et des enceintes multilatérales. L'ONU doit servir à ça normalement, les casques bleus doivent servir à ça, et c'est à ce niveau-là que ça se joue, mais que les questions de défense et d'armement notamment sont des choses régaliennes de l'État, et ce que disait Gabriel, je crois à l'instant, et qui convient de développer aussi avec nos intérêts propres. Et aujourd'hui, parce qu'on a pu rencontrer avec la Fondation Gabriel Péry, l'ancien conseiller de Barnier aux affaires européennes, qui doit toujours être le même d'ailleurs, et qui disait mais nous on va œuvrer à l'échelle européenne pour que 30% du matériel de l'armement soit construit à l'échelle européenne. Bon, déjà ça n'existe pas aujourd'hui, ça n'existe toujours pas. Là on est en train de s'allonger devant les volontés des États-Unis, mais il ne suffit pas que de ça. Encore une fois, quand on dit, et tu disais Natacha, poser la question de la production, je suis tout à fait d'accord, et la question c'est de la production. Pourquoi faire? Quelle est la fin à la fin? Et nous, pour la fin de ça doit être la paix et la sécurité commune en Europe. Et pour ça, on ne fera pas l'impasse sur des initiatives diplomatiques pour construire cette paix. Changer de logique dans nos politiques de coopération internationale et de... Bien, bah écoutez, je crois qu'on arrive, s'il n'y a pas de questions rentrées, d'explications, non, on arrive au terme de notre première séance. Je pense qu'il y en aura d'autres peut-être. Je remercie tous les participants et la salle. Bonne soirée à tous.